Bonjour à tous, bienvenue, hop là, sur le live avec les lunettes Victory en plus pour Yann et Richard. Ah, ce soir, on est Victory, on est à fond là. Là, on est en 84, on boit du Pepsi. Ah, ça fait un mois que j'écoute l'album en boucle, j'en peux plus là. J'ai perdu mes gants pour danser, j'en peux plus, c'est fou. Ah non, c'est clair. Pour faire la petite analyse au calme. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Bon, évidemment, je vais présenter très brièvement mes invités de marque. Donc, on a Yann des lives In The Closet qui nous rejoint pour ce live. Comment ça va, Yann? Eh ben écoute, ça va toujours bien quand je suis dans un live de Greg Pop Culture. Et ton opération de la cataracte, du coup, ça s'est bien passé? Bah écoute, c'est en voie, c'est en voie. Il paraît que je vais voir clair, mais bon, il y en a qui disent que je vois jamais bien clair, alors je ne sais pas. Ça marche. On a Riri qui est avec nous, Riri qui nous a sorti il y a 2 semaines une vidéo incroyable sur l'album Off the Wall, une vidéo que j'ai adorée, donc je suis ravi de t'accueillir sur ce live, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais super bien, je suis très content d'être ici, c'est ma première aujourd'hui et Ouais. je suis très content. Oh, un petit bisutage, non? Et sûrement pas la dernière. Et puis on accueille également le grand monsieur Richard Lecoq, auteur entre autres de 1m82. Michael Jackson, La Totale. Salut Richard. Oui, salut, ouais, 1m80, effectivement. Salut à tous, heureux d'être là pour ce live Victory qui est très sympa. Quand tu as lancé l'idée, je me suis dit, ouais, c'est cool ça, parce que c'est vraiment une période pour nous, les vieux fans là, du paléolithique. Ça nous rappelle des souvenirs. Mais en plus, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'idée de ce live est partie d'une discussion qu'on a eue avec Yann suite à l'histoire de clip que j'avais fait sur Torture. Et on a échangé quelques mots sur Victory. Et on s'est dit que finalement, c'était un peu la période paradoxe, ce Victory. Et que du coup, il y avait plein de choses à dire. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vous promets, on va essayer de faire un live de 1h30. On va essayer de ne pas dépasser trop le timing. Bon, après, si on dépasse, on dépassera un petit peu, mais je vous promets de faire un effort pour qu'on ne soit pas trop long. Donc, je voulais faire un petit peu le tour avec vous, que vous me disiez un peu ce que vos ressentis lors de la première écoute pour vous de Victory. Yann, je vais te laisser commencer. Du coup, toi, comment tu as accueilli cet album lorsque tu l'as écouté la première fois? On est quand même. Alors moi, bon, pour ceux qui me connaissent, hein, je l'ai déjà dit, je découvre Michael véritablement à fond dans les années 90, même si, comme tout le monde, c'est bien sûr tombé dans mon oreille déjà dans les années 80, mais vraiment, je deviens fan à partir donc de 92, quoi. Voilà. Et puis l'apport extraordinaire de Black and White. Et donc, mon premier CD, ça va être notamment, puisqu'à l'époque, on va acheter beaucoup de CD, ce sera Off the Wall. Et puis après, ça va partir en boucle, c'est-à-dire Thriller. Et forcément, oui, tout ce qui est Jackson 5 va tomber aussi dans mon escarcelle. Et puis, bien sûr, les Jacksons. Et en l'occurrence, donc, en ordre un peu décousu, tu vois. Donc, je ne suis pas comme les fans qui en 83 attendent avec impatience la suite, quoi. Tu vois, donc je peux pas dire qu'il y a une déception ou pas. Non, je vais avoir la chance à un moment donné de boum, d'avoir le CD avant d'avoir le vinyle. Les vinyles viendront plus tard, mais d'avoir le CD Victory. Et au-delà de la pochette dont on reparlera dans quelques instants, moi, je trouve le rythme, enfin voilà, la rythmique est très forte. Pour moi, c'est la rythmique que je retiens. Voilà, beaucoup de rythme, une pêche d'enfer dans les voix des frères, et bien sûr, la voix de Michael qui explose tout. Donc, si tu veux, moi, je suis ravi parce que j'entends State of Shock, ouah, Michael, il pète le feu, et ça me rappelle ce qui m'a donné aussi le feu, la passion, c'est le film Moonwalker. Et je pense que tu as comme moi en tête ce tout début où on voit une sorte de rétrospective des Jackson 5 jusqu'aux Jacksons, et on a ce son avec une belle infographie, avec une graphie extraordinaire, des éclairs, machin, dans Moonwalker. Et donc, pour moi, je suis à fond dessus, quoi. J'ai envie de danser, quoi. Donc, quand j'écoute cet album, avec beaucoup de synthé funk, électro-funk, moi, je suis pas déçu. Je suis plutôt en mode, oh, c'est dansant, c'est chouette, la voix de Michael est extraordinaire.
Et alors après, quand je vais devenir collectionneur et que je vais avoir la chance d'avoir les maxi 45 tours, alors là, je me prends une claque, mon vieux, mais le maxi de State of Shock, le maxi de Torture, moi, Torture fait partie de mes morceaux préférés. Donc, Attends, je coupe ton micro, Richard. Hop. Vas-y, Yann, continue. De Richard. Et coucou. Et donc, voilà, donc ouais, pour moi, c'est vraiment un vrai album à écouter avec plaisir, un bonbon acidulé qu'on peut se remettre quand on veut. Et j'ai pas cette pression du successeur de Thriller, etc. Donc, quand on relit aujourd'hui, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, pourquoi cet album, on en reparlera après, n'est pas un succès. Parce que bon, Richard en parlera sans doute mieux que moi, mais enfin, on est quand même sur, juste avant l'album de Michael, c'est Thriller, donc on sait très bien qu'il va dépasser toutes les espérances en termes de vente et qu'il va sauver l'industrie du disque, qui était en danger face à l'industrie des jeux vidéo. Et puis là, on a un disque qui démarre très fort, 2 millions de précommandes. C'est pas mal, c'est énorme, c'est du jamais vu chez CBS. Bon, mais qui va se vendre à 4 millions. Bon. Donc, si tu veux, il y a un petit flop, quoi. Il y a un petit flop. Moi, je le vois vraiment pas comme ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en a discuté aussi, toi et moi, parce qu'on a l'impression que cet album, il est un peu sous-estimé. Bien sûr, on peut dire qu'il est décousu, bien sûr, on peut dire que c'est pas du pur Michael. Bon, évidemment, il y a ses frères qui sont là, mais franchement, il a le mérite d'être vraiment péchu, avec plein de musiques datées. C'est vrai que c'est daté, c'est vraiment les années 80, les synthés. On reparlera aussi de l'apport de Toto, qui est quand même énormément présent là-dessus. Mais je pense que, et Richard en parlera sans doute aussi, il y a des gens là-dedans incroyables. Il y a Bill Bottrell, il y a Matt Forger, il y a toute l'équipe de Toto, il y a Moffett à la batterie aussi, il y a Paulina d'Acosta. Enfin, il y a quand même du beau monde là-dedans, quoi. Donc, écoutez cet album, faites-moi plaisir. Merci Yann. Riri, toi, lorsque tu as découvert cet album pour la première fois, du coup, ça a été quoi tes impressions? Alors moi, je suis assez jeune, donc pareil, je n'ai pas connu sa sortie officielle. Et je l'ai seulement écouté pour la première fois il y a quelques mois. Okay. Alors, quand il dit moi aussi, il sous-entend peut-être que je suis jeune, ça me fait plaisir, merci. Bien sûr, bien sûr. Merci Eric. Je t'envoie le chèque. Hein. Ouais. Donc ouais, j'ai découvert seulement il y a quelques mois l'album, parce qu'en fait, ça fait 5 ans que je suis fan de Michael Jackson et j'avais jamais pris le temps d'écouter les albums des Jacksons et des Jackson 5. Wow, donc je me suis dit pourquoi pas écouter l'album des Jacksons. Donc j'ai commencé par Triomphe, puis Destiny, et puis ensuite j'ai été sur Victory. Et moi, contrairement à toi, Yann, la première fois que j'ai écouté l'album, j'ai été quand même plutôt surpris et déçu. Alors, j'ai trouvé assez intéressant le fait qu'on entendait beaucoup plus les frères sur cet album, que chacun avait à peu près sa musique. Il y a aussi des musiques qui m'ont directement plu, comme Torture, comme State of Shock. Mais c'est vrai que il y a quelques titres par-ci par-là qui m'ont pas vraiment plu. Au global, l'album m'a pas vraiment accroché. Là où j'ai adoré Triomphe, qui ressemble beaucoup, je trouve, à Off the Wall, et j'aime beaucoup toute cette sonorité des années fin 70, début 80. Là, j'aime moins les sonorités de Victory, et je trouve que d'ailleurs, c'est un peu l'album qui a le moins bien vieilli des Jacksons en termes de ces sonorités. Maintenant, avec le recul, parce que la première écoute, j'ai été assez surpris, assez déçu, mais finalement, avec plusieurs écoutes, j'ai apprécié quand même plus de titres. Et maintenant, j'arrive à apprécier l'album, mais ça reste un de mes moins préférés, un que j'aime le moins parmi les Jacksons. Ok. Et c'est ton droit. Et c'est ton droit. Et totalement. Bien sûr. Je rappelle que je rappelle que toute opinion est bonne à prendre et qu'on échange dans la bienveillance et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Richard, toi, de quelle manière tu as découvert cet album? Je vais répondre bien sûr à la question. Juste avant, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Riri. Et moi, je suis bluffé. Je te remercie d'avoir joint la troupe des fans, parce que je suis toujours bluffé de voir qu'il y a des gens jeunes, enfin, beaucoup plus jeunes que nous, beaucoup plus jeunes que Yann, c'est dur à trouver, qui reprennent le train en marche comme ça, et qui en plus là d'emblée a déjà, je trouve, des
une façon d'appréhender les choses et de se nourrir de la musique, de la comprendre et de la digérer qui, moi, je trouve, est vraiment top, quoi. Enfin, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ce qu'il a dit parce que c'est argumenté, c'est plein de sens et ça se comprend totalement. Après, voilà, on n'aime pas l'album, mais quand tu dis que tu aimes beaucoup Triumph, ça me fait super plaisir d'entendre ça aussi. Ouais. Alors, moi, comment j'ai vécu la sortie? Donc, moi, j'ai vécu à l'époque parce que j'ai déjà tombé dans la marmite Thriller. En fait, je vais vous donner mon impression telle qu'elle était à l'époque. À l'époque, on voyait Michael partout. Il était partout. C'est-à-dire que la caissière de Vol Super U, elle avait un t-shirt Michael, Vote Factor, enfin, je ne vais pas reprendre les images d'Épinal, mais c'était partout, partout. Et en même temps, le peu de choses qu'on avait des Jacksons, c'était des images dans les magazines que les agences reprenaient, des tournées d'avant, genre justement Triumph Tour ou autre, ou les Jackson 5. Mais on n'avait rien d'autre d'eux parce que c'était très dur à l'époque de trouver les disques des précédents des Jacksons et des Jackson 5. Moi, j'avais réussi à récupérer par un ami de mon père une copie cassette du live de 81, mais sans aucun titre dessus. Donc, démerde-toi pour savoir que Shake Your Body était Shake Your Body. Bon, après, je comprenais, mais à un moment donné, mais j'ai mis du temps à comprendre quel morceau sans avoir aucun tracklist dessus. Et donc, l'album sort. Et moi, je me rappelle, c'était au moment où passait State of Shock sur les radios au tout début. Il y avait des animateurs qui disaient ouais, bon, on a écouté l'album. Et alors, une phrase qui vaut ce qu'elle vaut de l'époque, qui disait c'est quand même moins bien qu'avec Quincy Jones. Alors, déjà, en fait, on sentait que dans l'esprit des gens des médias, ils cherchaient à comparer Victory à Thriller. Et en fait, moi, j'avais 9 ans, l'album sort. Et le premier choc, c'était déjà la pochette. C'est tout con, hein, mais cette espèce de dessin, ambiance spatiale, science-fiction, les frères qui se posent comme ça en super-héros. On avait parlé, Greg, ensemble, la seule pochette où Michael apparaît avec le gant. C'est la seule fois où on voit Michael avec le gant à la main sur une pochette de disque officielle, les chaussettes en plus. Et puis après, bon, arrive l'écoute. Et moi, je l'ai eu en cassette, le tout premier. D'ailleurs, je ne l'ai plus. Alors, je ne l'ai plus, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est ma tante qui me l'a volé, tout est vrai. Ma tante Muriel, je balance, je n'ai rien à foutre, il y a la prescription. J'espère que tu as Tata, si tu nous entends. Ouais, non, mais c'est dingue. C'est-à-dire que à l'époque de Thriller, alors, Tata, tu viens plus aux soirées? Donc voilà, donc on avait chouré, bon, gentiment, mais bon voilà, j'avais retrouvé la cassette. C'est gentiment. Et donc en fait, moi j'écoute l'album et c'est vrai que c'était très surprenant parce que c'était très différent de Thriller, c'est pas mal de choses. Et il y a des morceaux sur lesquels j'ai accroché, puis d'autres, bon, j'ai passé un petit peu à côté. Enfin voilà, il y a des morceaux qui m'avaient pas percuté à ce moment-là. Après, c'est qu'il y avait le problème de l'album quand il est sorti, pour moi, hein, quand il est arrivé dans les bacs, c'est qu'il n'y avait aucune image à part la pochette qui illustrait le retour de Michael avec ses frères. Il y avait des images du concert de la tournée Victory, mais il n'y avait pas de clip pour State of Shock. Il n'y avait pas de clip. Il y a eu un clip pour Torture, mais voilà le clip. Bon, on en parlera plus tard, je pense. On va en parler après du clip. Ouais, mais je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas eu. On a vu Say, Thriller, bon, Beat It Billie avant. On a vu quand même Rockwell, Somebody's Watching Me, qui tournait à fond sur les radios. C'était incroyable, Rockwell à l'époque, on pouvait tourner. Et là, on avait des titres qui étaient quand même matraqués en radio, surtout à State of Shock, qui était quand même un tube de l'été 84. C'était quand même sorti pour être un carton de l'été, ce qui était le cas. Mais il n'y avait rien de plus pour aller avec. Et parallèlement à ça, moi, je commençais à lire un petit peu dans la presse des articles. Il commençait un petit peu à critiquer Michael, quoi. Puis il y avait Purple Rain, il y avait Prince. Donc on sentait que le vent tournait un petit peu doucement, mais sûrement du côté aussi des médias. Voilà, c'était Top Choc. Et je me rappelle que dans les magazines genre OK ou Salut, qu'on achetait tous en priorité, parce que c'était vraiment la presse pour jeunes, qui est très, très forte et très puissante à l'époque, c'était voilà, Prince, c'est nouveau Michael, quoi. Donc on avait beaucoup de Prince en couverture pendant l'été 84 de ces magazines-là. Et dès qu'on parlait de Michael et de ses frères, c'était un peu pour balancer dessus quand même. Donc c'était un drôle de sortie. C'est le seul album des frères ensemble avec Michael que moi j'ai vécu en termes de sortie. Parce qu'après, il y a 2300 Jackson Street, mais c'est notre affaire. Et donc, voilà, j'étais à la fois très heureux parce qu'il y avait un nouvel album à découvrir. Enfin, voilà, un album qui n'était quand même pas rien. Mais c'était bizarre. C'était bizarre. C'était pas Michael en lui-même, c'était ses frères, mais finalement avec ses frères, c'était un peu bizarre. Voilà, c'est l'impression que moi j'en ai gardé.
Ok, super, merci Richard. Alors moi, en ce qui me concerne, au niveau de la découverte de l'album Victory, j'ai eu un peu la même chronologie, on va dire, que toi, Riri. Alors moi, je suis fan depuis 2002, donc je suis tombé dedans à l'âge de mes 12 ans. Si tu veux, quand tu arrives un petit peu, entre guillemets, après la guerre, tu commences à découvrir Michael sur sa discographie solo. Une fois que tu as exploré toute la partie solo, tu vas aller chercher un petit peu sur les Jackson 5 et notamment les Jackson. Et les Jackson, je me souviens avoir acheté les albums dans l'ordre. Donc à l'époque, j'avais mon petit argent de poche et tu sais, j'attendais le début du mois pour aller chercher l'album. Et je me souviens que j'avais découvert Destiny, que j'avais trouvé incroyable. J'ai ensuite eu Triumph, que j'avais trouvé absolument incroyable. Et tu sais, j'avais un petit peu ce sentiment de vivre les albums Jackson comme une espèce d'extension des albums solo de Michael. Tu vois, parce que comme si Destiny était une annonce pour Off the Wall et comme si Triumph était une continuité à Off the Wall. Ce qui faisait d'ailleurs de la tournée du Triumph Tour était quelque chose d'extrêmement homogène parce que tu avais le mix des chansons de Off the Wall et des chansons de Triumph qui fonctionnaient hyper bien. Et puis, arrive le moment où le seul album qui me manque dans cette fichue collection, c'est Victory. Et Victory, en fait, quand je l'ai découvert, je l'ai vécu un peu comme une trahison. Je m'explique. En fait, tu sais que je me baladais à la Fnac ou à Virgin et je voyais très bien le CD, donc je voyais cette fameuse pochette qui me semblait dingue. Alors la pochette, je vais développer après, on va en parler de la pochette. Mais je voyais cette pochette que je trouvais incroyable. Et puis, je voyais donc ce fameux gant de Michael, ces fameuses chaussettes, et tu l'as très bien dit, Richard, tout à l'heure. Je me faisais la réflexion, mais il n'y a aucun album de Michael où il apparaît avec son gant et ses chaussettes, tu vois. Donc, j'avais une espèce de promesse qui était faite avec cette pochette. Et en plus de ça, Victory arrivait 2 ans après Thriller. Donc, si j'avais mis en place, on va dire, cette espèce de règle que les albums Jackson étaient à chaque fois la continuité des albums solo de Michael, je m'étais fait un petit peu ce cheminement psychologique de me dire Victory va être forcément incroyable. Et donc, j'achète Victory, je suis prêt à l'écouter pour la première fois, je mets le CD dans le poste, et là, Torture démarre, et c'est la claque, mais pas dans le bon sens du terme. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passait rien, quoi. Je ressentais rien. J'ai écouté après l'album en entier et effectivement, j'y ai constaté à mon grand regret que la présence de Michael était extrêmement frivole. Tu as l'impression qu'il est là pour faire plaisir à ses frangins et ce qui, quelque part, va être une espèce d'aveu quand on regarde le clip de Torture. Tu regardes le clip de Torture, les 2 leads vocaux ne sont pas présents dans le clip. Donc, Jermaine et Michael. Et c'est vrai que l'album Victory, donc grosse déception à la première écoute. Après, avec le temps, j'ai pris le temps, si tu veux, de le réécouter et de le prendre pour ce qu'il était. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des morceaux que j'affectionne énormément. Torture fait partie même de mes chansons préférées des Jackson. Aujourd'hui. Donc, il y a des chansons que j'ai réappris à aimer. Maintenant, c'est vrai que c'est un album sur lequel je reste extrêmement critique sur le rendu final. Et donc, je comprenais totalement, Riri, ce que tu voulais dire par cette notion d'apprendre à aimer l'album au fur et à mesure des écoutes. Mais c'est vrai que la division, en fait, tu la ressens énormément, quoi. Tu sens qu'il y a un degré d'implication de la part de Michael qui est délicate. Et pourtant, et donc du coup, ça va me permettre de passer sur la pochette. Et pourtant, ouais, on avait cette pochette absolument sublime. On avait les 6 frères réunis. Si tu veux, tous les ingrédients étaient là pour imaginer que cet album devait être grandiose. Et c'est vrai que, voilà, Yann, tu montres très bien, on a le 45 tours de Body. Tu vois les 6 frères ensemble, c'est juste incroyable. Et même, je vais même aller plus loin. Quand tu regardes la pochette de Torture, tu vois une image qui est sublime et qui pourrait presque te laisser présager d'un clip vidéo incroyable s'ils avaient gardé cette thématique.
Et tu te retrouves avec un truc un petit peu particulier, un petit peu psychédélique. Mais je vous invite à aller voir ma vidéo sur le clip de Torture. Pour ça. Fallait bien que je la place. Donc, non, donc voilà, ça a été une grosse déception à l'écoute, un album que j'ai appris à apprécier avec le temps. Et on va en parler un peu plus tard dans le live, mais aussi un gros aveu sur le recul qui a été pris sur cet album, c'est que le Victory Tour ne comprend absolument aucune chanson de cet album. Aucune. Et ça, pour moi, c'est l'aveu ultime que l'album n'est pas à la hauteur des espérances même des Jackson. Voilà. Toi, Riri, t'en as pensé quoi de la pochette de Victory quand tu l'as découverte? J'ai beaucoup aimé directement, j'ai trouvé la pochette incroyable. Pour moi, avec Destiny, c'est la plus belle. Voilà. Ouais, je la trouve vraiment très belle. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, comme vous avez tous dit, elle donne envie d'écouter. Et finalement, la hauteur est peut-être plus belle que le son finalement. Donc voilà. Mais oui, j'aime beaucoup la pochette, le fond, le ciel, très très beau. Puis les Jackson aimaient bien faire tu parlais de la pochette Destiny, ils aimaient bien faire ces pochettes un peu doublées. Tu vois, moi, il y a 3 pochettes vraiment que je trouve sublimes. Donc Destiny, Victory, et même la pochette de Going Places, je la trouve vraiment très chouette dans ce qu'elle veut raconter. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce d'unité des 6 frères. Et puis, on gardait un peu cette notion qu'on avait déjà vue dans le clip de Can You Feel It, la notion de Dieu vivant, quoi. Les dieux qui touchent du ciel le reste. Et en plus, on a vraiment ces tenues typiques années 80 qui laissaient présager d'être quelque chose d'incroyable. Et je pense vraiment que la pochette de l'album, c'est sa plus grande force, quoi. C'est ce qu'on retient le plus de cet album. Clairement. Toi, Richard, t'en avais pensé quoi de la pochette? Moi, j'avais un petit peu évoqué. Bon, j'étais carrément fan, quoi. J'ai accroché. C'était spectaculaire. L'avoir, même en format cassette qui était tout petit. C'était derrière, ça se dépliait, donc on pouvait quand même voir le visuel jusqu'au bout. Puis tu as vu des photos à l'intérieur qui étaient vraiment très sympas. Il n'y avait pas les paroles malheureusement des chansons à l'intérieur. Il fallait aller du côté du Japon pour ça. Non, c'était vraiment très très bien. Alors après, je vais juste dire 2 petites choses sur la pochette. Moi, j'ai pu glaner au fur et à mesure. J'avais pu faire l'interview de Michael Whelan, donc l'artiste qui a réalisé la pochette, et il avait expliqué comment se sont déroulées les sessions, que tous les frères étaient là, mais qu'à un moment donné, Michael a pris le lead et il a donné des instructions très précises, et c'est lui qui a demandé à être placé comme ça un peu en fond. Il s'est dit, voilà, je vais être un petit peu en fond, je vais laisser mes frères plus respirer, être devant. Donc on montre, mais bon, je suis là, mais enfin, là, c'est un petit peu à l'image de l'album, je suis là, mais je ne suis pas là. Donc finalement, la lecture, elle est là aussi dans la pochette, c'est que Michael est présent, il brille, ça brille des chaussettes et du gant, mais c'est un petit peu plus en retrait. Et puis, il faut rappeler que Victory, en fait, le titre fait écho à Triumph, Triumph Victory, mais c'est surtout le titre d'une chanson que les frères ont préparée avec le groupe Queen et qui à ce jour reste inédite. En tout cas, les ébauches, tout ce qui a pu être fait autour de ça, ça reste encore dans les coffres. Donc en fait, qui est un des plus grands fantasmes des fans aujourd'hui, je pense. C'est un fantasme qui est énorme, qui est en plus qui se amplifie année après année. Mais surtout, on se dit que ça porte le titre d'une chanson qui n'est pas dessus. Enfin, le duo phare, Set of Shock, c'était au début Freddie Mercury. Finalement, c'est Mick Jagger qui, bon, on en parlera après des chansons. Mais voilà, c'est-à-dire que finalement, tu t'as très bien dit ça, Greg, c'est que et pareil aussi Riri, c'est que la force de l'album, c'est son visuel, parce qu'on a les 6 mousquetaires, quoi, on va dire. Pas 4, mais il y en a 6, donc c'est bien. On a une promo, il y en a 2 en plus. Il y a un côté Power Ranger, quoi, quand tu regardes les 6 frères alignés comme ça. Je veux dire qu'on y est, quoi. Les tenues sont là. Bon, il n'y a plus c'est du 31, il y a un peu de tout, quoi. C'est Space Fantasy à fond. Et c'est très bien. Dernière chose, je voulais revenir un petit peu sur le côté musical. Au moment de la sortie, c'est que tu parlais de sonorité très datée. Enfin, tout le monde en a parlé un petit peu. Ce qui est vrai, d'autant plus qu'à cette époque-là, en 84, la musique funk amorce un virage où les machines, on va un petit peu tuer le groove. La même année, Kool and the Gang sort l'album Emergency avec Fresh. Bon, c'est un peu le dernier gros album du groupe, parce qu'après, il y aura Forever qui va sortir 2 ans après, en 86. Et c'est déjà un petit peu sur la descente. Donc, on a passé les grosses heures du funk qu'on a connu, qu'on est sur Triumph, ne sont plus là. On est sur autre chose. Et effectivement, ça se ressent aussi là-dessus. C'est tout. Ok, merci Richard. Toi, Yann, la pochette, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que c'est un
c'est pas un choc, on va pas jouer sur les mots avec State of Shock, mais c'est vrai que c'est un peu intriguant parce on n'a jamais vu pour l'instant une pochette ni des Jacksons ni de Michael comme ça, quoi. C'est du dessin, c'est de la peinture, c'est du futuriste, c'est effectivement du space opéra. C'est une vision très particulière. Alors, je pense que tous les fans ont trouvé ça beau. D'abord parce que Michael est très beau sur cette pochette. Certes, il est un peu en retrait comme on l'a vu, mais franchement, c'est assez impressionnant avec le gant et les chaussettes. Maintenant, c'est vrai que moi, j'avais aussi percuté sur le logo. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez du logo quand on voit les Jacksons, voilà, comment c'est écrit, ça paraît très futuriste, quoi. Ça paraît vraiment, voilà, on est... Alors, Richard, pour plaisanter, parlait du LIS 31. D'ailleurs, Yann, si tu permets, je fais juste une précision au niveau du logo. Quand vous reprenez le 33 tours, on voit effectivement qu'il y a le logo Jackson avec les lettres de Victory entre chaque lettre Jackson. Et par contre, sur le disque, sur le CD, le logo était un peu différent. Tu avais le Jackson sur le haut et tu avais le Victory qui était sur le bas. Tandis que sur le vinyle, il est bien, tu vois. Ouais. Mais sur le vinyle, il y avait un vrai travail de relief. Attendez, je peux vous le montrer, le CD. Je te laisse continuer, Yann, tu vas vous chercher ça. Ouais, tu parlais de 31. Ouais, donc c'est... Richard, tu disais que effectivement, pour plaisanter, LIS 31, mais je pense que toi comme moi, on a été fan du LIS 31. Et donc, quand on voit apparaître ce truc-là, forcément, tu as une réminiscence de nos années Ulysse 31, Cobra, etc. Ouais, effectivement, sur le CD, ouais. Il y avait ça, mais c'est quand on ouvrait le vinyle, cette session était sublime. Hein. Son montage, c'est beau, ça. Ouais. Donc, quand j'ai ouvert le vinyle la première fois, quand j'ai vu, j'ai fait. Tu ouvres, voilà. Quoi, ça prend en pleine tronche. Boum, quoi. Voilà. Sublime. Rien à dire. Il n'y a rien à faire. Bon. Donc, ouais, je reviens, je disais que tu as une réminiscence, effectivement, de tous nos vieux dessins animés de science-fiction, Ulysse 31, Cobra, etc., qui vient, et tu as l'impression qu'effectivement, les Jacksons sont des héros de dessins animés, sont des héros de dessins animés futuristes. Donc, si tu veux, quand tu écoutes le son, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Richard pour dire que le funk est en train de se... Il prend un nouveau tournant, c'est vrai, et l'électro-funk. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je pense que c'est discutable. Moi, il y a toute la période, si tu veux, Solar, Dynasty, Shalamar, etc., qui ont su prendre l'électro-funk, les Whispers, je pense que... Et même l'album Emergency, même le titre Emergency, de Kool and the Gang, puisque tu en as parlé, moi j'adore, quoi. Bon, et tout ce qui est synthé, mélange synthé-funk, il y a des trucs, bon, et puis après, évidemment, il y a une claque aussi qui arrive en 84, c'est Prince. Bon, alors le problème, c'est que tu mets l'album Purple Rain, électro, funk, rock, je sais pas, on peut tout mettre sur Prince de toute façon, donc c'est le problème. Et tu mets à côté effectivement cet album-là, bon, bah, ouais, bon, évidemment, la comparaison est très difficile, quoi. Il y a deux grands albums en 84, je pense. Il y a Le Boss, l'album de Springsteen, et puis il y a Prince, Purple Rain. Alors évidemment, quand arrive Jackson Victory dans tout ce truc-là, effectivement, il apparaît un peu faiblard. Ah, la colombe, magnifique. Ça aussi. Je l'ai mis derrière d'ailleurs, je crois. On a eu l'affaire de la colombe. Quand on parle de pochette, on parle de colombe. Ouais. Cette fameuse colombe, parce qu'il devait y avoir ce jeté de colombes qui n'aura jamais lieu. Mais bon, donc moi je trouve que cette pochette, elle a du cachet, elle annonce un son futuriste. Alors après, on peut discuter entre nous pour savoir si le son était vraiment futuriste ou pas. Mais cette profusion de synthé, synthétique en tout cas. Pardon ? Je disais, le son était assez synthétique, effectivement, ce qui donnait cet aspect futuriste. C'était voulu. C'était voulu. On essaye de ne pas être ringard. Alors, moi, je suis d'accord avec Riri quand il dit que, effectivement, le son de Triomphe, moi, je préfère la funk, évidemment, tu vois, Triomphe, Destiny, le disco funk et le funk, je préfère aussi. Il n'y a rien à faire, quoi. Bon, je suis un bon vieux suiveur de James Brown, donc forcément. Mais je ne suis pas réticent à l'apport du synthé et de ce qu'a pu faire Toto avec les Jacksons. C'est intéressant. Même si c'est vrai que si je retire quelques titres phares de cet album, j'écoute pas souvent les autres. Si je retire Torture, State of Shock,
déjà, tu vois, j'écoute beaucoup moins, tu vois, après les C'est autres. celle où Michael chante pas, quoi. Alors, non, parce que bon, j'adore Be Not Always, qui est une de mes chansons, voilà, au top des chansons, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, on va en Mais parler. Ouais. c'est vrai que c'est pas les trucs que je vais écouter le plus. Et pourtant, pour l'avoir réécouté, j'ai pris un immense plaisir à le réécouter pour ce soir, tu vois. J'ai pris un immense plaisir. Les moments d'envolée dans Wait, où Michael, d'un seul coup, arrive comme ça, il gueule un bon coup comme ça, et tu fais « Oh putain, c'est bon ça ». Donc non, je pense qu'il y a des pépites là-dedans. Et c'est peut-être bien d'ailleurs de pas toujours réécouter ça, parce que quand tu le réécoutes, tout à coup, tu redécouvres le truc, tu dis « C'était pas mal quand même ». Donc bon, je m'égare, mais la pochette, oui, pour moi, c'est une très, très belle pochette qui annonce le son du disque et qui, peut-être là encore, aujourd'hui, est vue comme ringarde parce qu'elle est datée, quoi. Elle signifie un graphisme d'une certaine époque. Mais pour moi, elle fait rêver. Ouais. Ça fait. En fait, la pochette de Victory fait partie des pochettes d'albums qui font pour moi œuvre d'art. Tu vois, c'est typiquement un tableau que tu peux mettre chez toi et juste contempler, quoi. Et c'est pour ça C'est un que. tableau, parce que c'est une peinture, donc c'est vraiment un tableau qui est très Ouais, tout fort. à fait, tout à fait. Et par Et, contre, c'est la seule fois où on voit Jermaine chez l'ophtalmo. Je me rappelle quand même. Personne n'en a parlé de ça. Je voudrais qu'on fasse un débat sur Jermaine et l'ophtalmo. Non, il était trop fier de revenir avec ses frères pour cet album, c'est ça. Jermaine. Vous êtes sûr qu'il voyait bien, il y a bien 6 frères. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il a. Ce qu'il a devant lui, quoi, une machine. J'ai jamais compris cette photo. C'est très spécial. Chez Optique 2000, on fait une photo, on y va. Bon, ok, très bien. Non, mais tous les autres sont sur un fond prévu pour faire des photos, et lui, je sais pas, il a des machines de caméra, on sait pas trop ce qu'il a. Mais il voulait innover. Mais tu vois, c'est marrant. Enfin, j'évoque ça vite fait parce que tu sais, on avait parlé un petit peu de Jermaine et on avait parlé un peu de ses talents de auteur-compositeur. Et c'est marrant parce que Jermaine aussi, il a un côté paradoxal à lui tout seul, c'est-à-dire que il a toujours essayé un petit peu de se démarquer de ses frangins pour essayer d'amener quelque chose. Bon, déjà le fait qu'il ait choisi de rester à la Motown et de pas suivre ses frères chez CBS, bon, pour des raisons perso également, mais tu vois, il a toujours affirmé un petit peu ce côté où il voulait marquer son indépendance, et pourtant, il revenait toujours sur que ce soit un style vestimentaire, que ce soit sur des coupes de cheveux, que ce soit sur les façons de poser sur ses albums, il revenait toujours un petit peu à copier son petit frère. Et ce qui est dommage, parce que je pense clairement que c'est ça qui a manqué à Jermaine pour qu'il explose un peu plus au niveau de sa musique, parce que je pense vraiment que c'était un auteur-compositeur de génie, et qui est d'ailleurs sous-coté aujourd'hui à cause de ça. De génie, j'irai pas jusque-là, mais dans tous les cas, il y a des titres excellents, et les premiers albums sont d'ailleurs très funk, sans compter les collaborations avec Stevie Wonder qui sont très très bien. Donc oui, je pense que malheureusement, il est dans la communauté des fans, il est parfois un peu détesté. À cause de Work to the Bad, qu'il a desservi. Notamment. Oui, il y a plein de choses. Si tu veux, il y a Work to the Bad, il y a aussi un ego qui a été blessé et qui après a été surdimensionné. Oui. Tu sais, il y a une anecdote, l'album de Whitney Houston, le premier album, il est dessus. Tu vois, il y a 2 morceaux, il fait des coprods et autres. Le second album, c'est la même équipe. Tout le monde, sauf une personne. Jermaine Jackson. Parce qu'il s'est passé des histoires inavouables, entre autres. Et histoire avec Whitney, forcément. Voilà. Mais si tu veux, c'est qu'il avait de l'or dans les mains, ce garçon, et moi, je suis d'accord avec toi, il a un énorme talent de compositeur, même d'interprète. Hein. Il a une voix, il a une empreinte vocale. Quand tu écoutes des chansons, quand tu retires un peu tout le drama, tout ce qui s'est passé avec lui, les choses bonnes ou mauvaises, c'est pour moi un chanteur qui a un peu des inspirations très nobles, mais ingérables. Voilà. Greg, n'hésite pas à dire bonjour à tous nos internautes. Je vois qu'on les remercie. Oui, alors bien sûr, hein, le chat, hein, je diffuse vos messages, je vous réponds entre deux, mais merci à tous. Il y avait quelqu'un qui parlait justement de l'auteur de la pochette qui disait que sur son site, voilà, Michael Whelan, des dessins pour Isaac Asimov, qui est un grand dessinateur dans tout ce qui est science-fiction, qui a fait ses preuves dans ce domaine-là, et plus qu'il était adorable, parce que moi j'ai eu en interview vraiment quelqu'un de gentil, et donc il avait expliqué ce que j'ai dit plus tôt par rapport à la pochette, c'était vraiment une ambition de Michael de ne pas s'imposer sur le tableau.
Voilà, c'est Wally qui en parlait. Merci, Ouais. Wally. Donc, ouais, toi, tu as eu la chance de l'interviewer en plus, Richard. Donc, ça, Voilà. c'est Oui, intéressant. Wally a raison. Oui, il y a eu des ébauches, c'était d'autres idées avec les frères qui se tiennent la main en faisant le lever. Enfin, ouais, il y a des Ah bah, choses. ça aurait encore plus appuyé la promesse de l'album, dis donc. Ouais. Étonnamment, celle avec la chenille, ils l'ont pas retenue. Non, ouais. C'est Bézu qui l'a repris pour après. C'est- On a arrêté les blagues parce qu'on va s'en taper dessus. Hein. Et pas pourquoi. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. J'espère qu'il y a pas Bon, de- en tout cas, sur la pochette de l'album, est-ce que l'un d'entre vous avait quelque chose à rajouter? C'est bon pour vous? Riri, c'est OK pour toi? Ouais. OK. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on passe du coup à la tracklist de l'album. On va faire les chansons dans l'ordre tranquillement. Eh ben, on va commencer du coup par Torture. Alors toi, Riri, qu'est-ce que tu as pensé de ce morceau? Enfin, comment tu l'accueilles aujourd'hui, ce morceau? Moi, c'est mon préféré de l'album. Et en réalité, c'est celui à la première écoute qui m'a également le plus plu. Je le trouve vraiment très très cool. Le fait d'avoir Germaine et Michael sur chacun à son refrain, à son couplet, excusez-moi. Et ce que j'adore surtout, c'est en fait le refrain. J'adore les frères qui chantent tous aigus comme ça. Également le solo de guitare. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très très bon titre qui aurait pu être sympa à être performé au Victory Tour. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, sur le Victory Tour, en fait, bon, on va en parler un peu après. Je vais m'égarer, on va en parler après, quand on parlera du Victory Tour. Ok, merci Riri. Toi, Richard, t'en as pensé quoi de Torture? Bah écoute, ouais, moi j'ai un son très surprenant au début quand j'ai découvert, parce que bon, c'est très différent de ce qu'il y avait sur Thriller, donc pareil, moi jamais dans l'époque en 84. Après, ouais, le morceau, moi j'aimais bien. Bon, c'est vrai qu'on était tellement matraqué par State of Shock que bon, j'ai eu un petit peu plus de mal à m'habituer à Torture après. Alors, par contre, je vous raconte une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, c'est un traumatisme de télé que j'ai vécu. Il y avait le sitcom Santa Barbara qui passait le soir sur TF1 en access prime time. Et il y a un épisode où Cruz cherche Eden, pour ceux qui se rappellent des personnages, Oui. dans un café, je sais pas quoi, et en bande son, dans le café qui passait, ils avaient mis Torture. Je me dis, putain, comment ça se fait qu'ils ont pu. Pourquoi ils ont mis Torture dans un épisode de Santa Barbara? Voilà, c'est vraiment l'anecdote qui fait ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle peut. Et tu sais que Torture, tu l'as eu dans une autre série des années 80, mais pas chantée par les Jackson? Non. Je te promets, tu prends le premier épisode de la saison 3 de K2000. Oh mon Dieu. Je te promets, c'est la chanson Torture qui introduit l'épisode. Je suis un grand fan de K2000. C'est la chanson Torture qui introduit l'épisode et j'ai jamais réussi à trouver qui était l'artiste qui chantait la chanson. Mais c'était pas les frères Jackson. Donc, tu vois, voilà la chanson. En fait, elle a ce côté électro-funk qui était vraiment dans l'air du temps et qui était pas mal. Et je pense qu'en single, elle a bien performé. Bon, après, je pense qu'elle aurait pu faire plus s'il y avait eu un clip plus ambitieux, s'il y a eu des choses plus intéressantes dessus. Le fait qu'il soit joué, on en parlera après, mais le fait qu'il soit joué en tournée ou pas, c'est pas trop important parce que la tournée s'est arrêtée aux USA, au Canada, donc elle n'a pas été ailleurs. Mais non, je trouve que c'est un beau titre. Et moi, ce que j'ai aimé sur le single, c'est la pochette. Là, on en parlait, mais Ouais. elle était dingue, cette photo de Matthew Rolston. Elle est juste Je vous la remontre. très film comme ça, les explorateurs d'un monde, d'un monde nouveau, on ne sait pas où ils vont, mais ils y vont, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc oui, moi j'aime bien. Ok. Merci Richard. Et toi Yann? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un de mes titres préférés de l'album, et notamment surtout en version maxi, vraiment avec toute la chanson en version longue, et c'est assez extraordinaire. La rythmique est très très bonne. Ça me donne, moi, ça fait partie des titres qui me donnent envie de danser quand je l'écoute. Donc, en général, je suis un peu comme Michael. Quand ça me donne envie de danser, c'est que c'était un bon titre. Donc, ouais. Alors, je fais pas comme certains qui je crois que c'est notre camarade, Mamdo Jackson, qui me dit, moi, je mets que la partie Michael. Non, moi, je vais mettre toute la partie du début jusqu'à la fin. Justement, ça me donne la pêche. Et ouais, je trouve que c'est vraiment, c'est assez fort comme démarrage. Alors, ce qui est par contre étonnant, c'est que si tu regardes le vinyle. Je ne sais pas si c'est bien sur tous les vinyles, il faudrait que je vérifie sur toutes mes versions, mais ça démarre pas du tout en haut. Quand tu regardes là l'annonce des titres, ça démarre pas par Torture. C'est State of Shock qui démarre.
et Torture arrive un peu plus tard. D'accord. Est-ce que c'était pour annoncer les singles qui étaient censés sortir? J'en sais rien. Mais bon, c'est surprenant. Et c'est pareil d'ailleurs sur la pochette à l'intérieur. C'est pas tout de suite le premier titre. Bon, un peu surprenant, cette façon de ne pas mettre dans l'ordre. Mais bon, Torture pour moi est vraiment un des très bons titres de cet album et qui pour moi ne paraît pas démodé aujourd'hui. Maintenant, je laisse les gens avoir leur propre avis, hein, bien sûr, mais voilà. Alors, Richard a oublié peut-être de le dire, mais c'est vrai que ça devait être au départ un duo qui était fait avec Jackie. Bon, finalement, Qui les mecs, est ils ont dit, l'auteur-compositeur de la chanson. voilà, les mecs ont dit non, ce sera mieux avec Jermaine vu qu'il venait de revenir. Bon, alors il n'a pas posé sa voix à la dernière minute, mais c'est vrai quoi. Il y a un côté marketing qui était évident. On reparlera aussi du côté marketing, je pense, avec State of Shock. Mais il y avait un côté évident, le retour du frère. Voilà, les deux les deux frères qui depuis longtemps n'ont pas chanté ensemble. Je pense que oui, c'était un coup à jouer, forcément. N'importe qui l'aurait fait. Donc le pauvre Jackie relégué, alors que c'est lui qui a écrit la chanson. Mais bon, c'est une très bonne chanson. C'est une très très bonne chanson. Ouais, je rejoins un petit peu tout ce que vous avez dit. Moi, Torture aussi, c'est ma chanson préférée de l'album et elle est facilement dans le top 10 de mes chansons préférées des Jackson, Torture. Pour moi, c'est vraiment un morceau qui se démarque des autres. On a un équilibre vocal entre les prises de voix de Jermaine et les prises de voix de Michael. À la limite, si tu prends le morceau à lui tout seul, c'est le seul, personnellement, hein, ça c'est mon opinion, mais je trouve que c'est le seul morceau qui donne un peu de cohésion entre les frères. Et donc, je trouvais que c'était le très bon choix d'avoir mis ce morceau pour ouvrir l'album, d'avoir mis aussi Jermaine dans les leads vocales du morceau. Et en plus de ça, alors moi j'avais découvert le morceau Torture d'abord, que j'ai appris à aimer avec le temps et vraiment que j'adore aujourd'hui. Mais ensuite, quand j'ai vu le clip pour la première fois et que j'ai découvert la version longue de Torture, qui a, je trouve, cette intro qui est encore meilleure que la version de l'album. Ah ouais, ouais. Pour moi, cette intro. Mais vraiment, c'est des préliminaires, cette intro, quoi. C'est un truc qui prend son temps et qui fait monter le morceau un petit peu en suspense. Les petites introductions vocales de Michael dans cette intro. Puis tu as tu vois, le coup de fouet, tout qui va annoncer quelque chose sur le morceau. Et c'est vrai que tu écoutes le morceau en version longue, il a vraiment une puissance à lui. Et c'est un morceau qui a sa propre identité. Ce que littéralement savait faire Michael, donner une identité à un morceau. Et c'est vrai que Torture... Si je peux me permettre, Greg, permets-toi, Yann. Pendant longtemps, ça n'était accessible que sur le maxi 45 tours, c'est-à-dire que les fans qui voulaient entendre ça ne pouvaient trouver cette pépite-là que sur le maxi 45 tours. C'est sorti en CD, alors Richard saura mieux que moi les dates, il y a quelques années, et bien sûr, c'est aujourd'hui accessible depuis peu sur les plateformes. Donc si vous n'avez jamais, si toi, petit internaute, tu n'as jamais eu l'occasion d'écouter cette version maxi 45 tours dont on te vante l'extraordinaire son, eh bien, va courir, dépêche-toi, tu n'es pas encore parti, dépêche-toi, va courir sur la plateforme et tu écoutes ça, tu vas la trouver parce que c'est la version donc extended et elle est désormais accessible. Voilà. Et donc ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, sur YouTube. Elle est même sur l'iTunes Store. Hein. Sur l'iTunes Store, il y a le Victory Expanded version qui existe et vous pourrez trouver la version longue aussi sans difficulté. Elle est sortie sur des copies de Sony et après, elle est ressortie c'était en 2021 pendant les rééditions des Jacksons, tout ce qui est sorti uniquement en digital malheureusement. Pas été faute d'essayer d'appuyer pour que ça soit en physique. Oui, mais vous l'avez. Ils ont mis toutes les versions maxi en bonus des albums. Et donc, Torture, version longue, version maxi, mais qui est aussi version clip. Alors après, à l'époque, les petits malins essaient de récupérer des VHS promo, il y avait des clips dessus pour avoir le son en bonne qualité. Mais il y avait des petits bruitages qui parasitaient l'affaire. Mais c'est une super version, incroyable cette version.
D'ailleurs, je vous propose qu'on en parle du clip de Torture avant de passer aux autres morceaux. T'avais peut-être pas fini, Greg, hein, du coup je t'ai interrompu, désolé. Non, enfin, j'avais dit l'essentiel, mais du coup, tu as rebondi pile comme il fallait. C'est la force de ce live, tu vois. Les interactions sont nickel. Donc ouais, je vais prendre un moment juste pour qu'on parle un petit peu du clip de Torture, parce que le clip de Torture, c'est un gloobie-boulga visuel. Parce Ce qu'on va clip. regarder, c'est Paula Abdul qui a fait la chorégraphie. Ouais, oui, c'est Paula Abdul qui a fait la chorégraphie, donc qui était la compagne de Jackie Jackson à l'époque. Mmh. Et le clip de Torture, alors, ce qui est terrible, en fait, déjà dans ce clip, c'est qu'il souffre énormément de l'absence de ses deux leaders vocales. On n'a ni Jermaine Jackson ni Michael qui apparaît. En plus, ce qui est terrible, c'est que les frères essayent un peu de tricher en ayant piqué une statue de cire de chez Madame Tussaud pour faire apparaître Michael dans le clip. Un choix artistique largement discutable. Et puis c'est vrai que le clip de Torture, alors je sais pas toi, Riri, qui a aussi découvert un peu plus tard ces morceaux, mais quand tu vois le clip après avoir vu Ghost, que tu vois ce moonwalk de squelette, mais moi quand j'avais vu ça, j'étais je cherchais le sens de la proposition. Donc ça a été le clip est une très grosse déception et il est tellement pas à la hauteur de ce que proposait le morceau. Enfin voilà. Tu l'as vu, Riri, toi, le clip? Oui, bien sûr. T'en avais pensé quoi? Bah, comme toi, effectivement, le clip est une grosse déception à cause qu'il n'y ait pas Michael ni Jermaine. Il y a vraiment un grand vide. Je trouvais que l'ambiance était quand même plutôt cool, assez sombre, que ça allait plutôt bien au titre. Mais c'est vrai qu'à part ça, les effets spéciaux et le reste, enfin, je trouve qu'ils ont voulu faire une sorte un peu de thriller, en termes d'ambiance, de revenir un peu sur cet esprit d'horreur, mais que contrairement à Thriller, c'est pas très bien marché, quoi. Et tu as raison de le souligner parce qu'en plus, ça arrive après Thriller, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu le thriller version Wish. C'est le thriller version Wish. Ouais. Il y a un plan, vous vous rappelez, on voit un gant. Alors moi, quand la première fois que je vois le clip, je vois le gant à l'écran qui apparaît, le gant doré, après qui disparaît. Je dis, ah, ça y est, Michael arrive. Bah, non, il arrive pas. La déception. Il n'est pas là, Michael, il est parti. Et non, Et on comprend pourquoi. Non, puis tu sais qu'il y avait. C'était déjà un clip posthume, tu sais. Ouais, non, c'est des clips. Si tu veux, il y a des clips comme ça, début des 80 qui étaient comme ça, un petit peu conceptuels, psychédéliques, avec des effets de caméra, d'angle déformé, des trucs comme ça. Bon, après, il y a quand même une histoire le pauvre Jackie, il a les mains pleines de je sais pas quoi, d'ectoplasme ou de sable avec un œil qui apparaît. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, il y a les moments où il y a les squelettes qui arrivent. Voilà, ça me rappelle les films. Vous savez, les films fantastiques des années 60, là, Jason, les Argonautes, tout ça. Là, Ouais, c'est ça. Mais tu sais à quoi moi ça m'avait fait penser? À l'Histoire sans fin 2. Ah oui, tu vois. pourquoi pas. Au niveau de l'esthétique et de la colorimétrie ouais, du on est clip, dedans, on est dans ça. je pensais à ça. Donc, ouais, bon, on va dire que c'est pas resté dans les esprits les plus féroces, mais bon, il existe. Ouais, d'ailleurs, En gros, il y en a le coffret Vision n'a pas proposé Torture dans son édition. Et ça, je pense pas quand on voit un peu comment travaille les ils sont peut-être même pas au courant qu'il y a des clips sur Victor. Oui, c'est pas faux. On a affaire à des gens quand même. Ils ont quand même réussi à oublier What's Up With You, donc. Ouais, voilà. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Quelque chose à rajouter sur le clip de Torture ou c'est ok pour vous? Non, mais juste peut-être dire, déjà à partir du moment où tu n'as ni Michael ni Jermaine, comment tu veux avoir un budget conséquent pour faire un clip? Parce que soyons clairs, si tu fais un clip qui est censé quand même contenir la voix de Michael, tout le monde va évidemment attendre la suite de Thriller ou un truc du même niveau. Bon, sauf que Michael n'est pas là, les scénaristes ne sont pas là. On parlait de Paula Abdul, la pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'on lui a donné, quoi. Le scénario, c'est pas elle qui l'a fait, les enfants. Donc, bon, le scénario, il est quand même un petit peu gentillé, comme beaucoup de clips pouvaient l'être d'ailleurs. Enfin, regardez les clips de l'époque, il n'y avait pas non plus des clips du niveau de Michael. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on retient beaucoup les clips de Michael et pas forcément les clips des autres. Même les clips de Prince, pourtant Dieu sait qu'il a fait un film qui était costaud, mais les clips de Prince, c'est pas non plus le mini-film Thriller, quoi. Il a fait le film Purple Rain. Ok, alors,
voilà. Mais après, bon, en termes de clips, de short film, c'est plus discutable parfois. Alors, je sais qu'il y en a qui vont m'assassiner là, mais en tout cas, ceux qu'on a pu voir avant Purple Rain, c'était souvent des faux lives, etc. Bon, bah là, on a une tentative d'histoire de science-fiction qui est pas du tout à la hauteur, qui montre qu'ils essayent de se lancer sur un sujet qu'ils maîtrisent assez mal. Je ne sais plus qui est le réalisateur, mais bon, là, pour le coup, on tombe à côté, quoi. Les effets spéciaux sont pourris. Bon, évidemment, on ne peut pas comparer, comme vous l'avez fait, le Ghost avec des années de science-fiction, enfin d'effets spéciaux après, quoi, parce que bon, il y a eu des évolutions depuis. Mais c'est vrai que le choix de mettre la statue de Madame Tussaud, c'est quand même une faute de goût. D'ailleurs, vous remarquez qu'ils n'ont pas pris une statue de Germaine. Hein. Bon, alors que C'est ça. lui aussi était C'est ça. absent. C'est la Donc, qu'il y il y a a eu, rien. Voilà. Donc, limite, ce clip, il a le mérite d'exister pour nous faire un peu marrer et pour nous rappeler que les clips sont pas si simples à faire. Mais c'est vrai qu'il n'aurait pas existé, on s'en porterait pas plus mal non plus, quoi. Tu vois. Donc bon. Donc non, je pense que là, il y a une faute de goût, il y a une erreur qui est là et bon, on peut plus faire grand-chose avec ça, quoi. Mais c'est vrai que je pense que là, ils ont eu ni le budget, ni le bon scénariste, ni les mecs qui ont écrit un scénario. Ou alors le scénario était peut-être conséquent, mais les effets spéciaux ne suivaient pas derrière, quoi. Mm. Je vais Oui, vous dire une chose. Richard. Alors, si vous voulez vous réconcilier avec le clip torture, j'ai un conseil qui est très simple. Vous allez sur YouTube, vous tapez Michael Sambello Automatic Man vidéo et vous allez trouver que Torture est un clip génial. Parce que le clip de Michael Sambello Automatic Man, qui sort la même année, hein, c'est son album Bossa Nova, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne comprends pas ce clip. C'est-à-dire que là où je pouvais à peu près comprendre Torture, ce clip-là de Michael Sambello, il y a, voilà, c'est un cas d'école de la vidéo qui est vraiment dans son temps, donc je vous invite à le voir. Donc voilà, Michael Sambello, Automatic Man, alors c'est la même personne qui a composé Carousel, donc voilà, vous verrez, pour ceux qui ont, Oui, voilà, on connaît, oui. qui connaissent, bien sûr les fans connaissent, mais la chanson est géniale, j'aime beaucoup, alors le clip, bon. Il y a des erreurs. C'est un péplum, c'est magnifique. Et donc, tu nous fais la promesse qu'on va adorer Torture après ça. Alors, c'est un eh ben, peu. voilà, je m'engage. Tu t'avances quand même. Attention, ce sera sur la rediff, hein, Richard. J'aime encore me tirer des foudres. Ah, mais regardez, on en reparlera. Voilà, ça sera intéressant d'avoir vos avis après avoir vu. Ça marche. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour pour Torture. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Super. Eh bien, on va passer au deuxième morceau, le morceau Wait, où ça y est, Jackie va pouvoir faire son introduction. Richard, du coup, t'en as pensé quoi, toi, du morceau Wait? Bah, écoute, on m'a chargé, j'ai reçu des messages qui me disent ouais, s'il te plaît, défends le titre Wait. D'accord. Non, mais moi, alors, je vais un peu rappeler du moment aussi la première fois que j'ai écouté. Moi, j'étais là. Bon, autant sur le premier morceau, Michael apparaît rapidement, il est là et tout, bon, je suis content. Et So Wait, j'attends, je dis putain, non, justement, Wait, hein, j'attends. Le titre est dedans, quoi. Je dis, où Michael, quoi? Et où est-ce qu'il est Michael? Comment ça se fait que Michael ne chante pas sur ce titre? Et arrive ce moment, vers la fin de la chanson, où il déboule. Alors là, c'est quelque chose, c'est absolument quoi. Ce moment, c'est un moment, on appelle ça un moment Nutella, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais c'est incroyable, quoi. Le moment où Michael arrive, il reprend le morceau, enfin, après il fait ses vocalises avec Jackie. Là, le morceau est bien. C'est partie des productions où l'équipe de Toto est très présente. Bon, voilà, c'est un son aussi très, très de l'époque, hein, qui veut ça. Voilà, moi, c'est pas un titre qui me déplaît plus que ça. Mais c'est vrai que, même si j'écoute en entier, c'est vrai que le moment où Michael arrive, pour moi, c'est là où pour moi le morceau il prend une dimension. On va dire, c'est comme un avion, si l'avion commence à décoller, bon voilà, l'avion il quitte la stratosphère et ça devient une fusée, quoi. Ça marche. Merci Richard. Toi Yann, t'en penses quoi de ce morceau Wait? Oui, même chose. Je pense que c'est un titre très intéressant parce qu'on voit l'alchimie entre Toto et les Jacksons. Donc ça fait partie des titres très travaillés. On pourrait considérer d'ailleurs cet album comme une sorte de collaboration Toto-Jacksons, quoi, parce que franchement ils sont très très présents. Donc ce titre-là en fait partie. Mais c'est vrai que, comme Richard le dit,
ce titre décolle à partir du moment où Michael arrive et fracasse tout, quoi. Donc c'est un bon titre, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il y a un gap, quoi. Il y a un gap, Michael arrive et bam, ça explose. C'est comme ça, bon. Donc oui, il faut l'écouter et c'est vrai que le titre veut tout dire. On attend l'arrivée de Michael, quoi. Je comprends totalement ce que vous voulez dire. Toi, Riri, Wait, tu l'as accueilli comment ce titre? Un peu comme vous deux, j'aime plutôt bien ce titre. Alors, première écoute, j'ai pas trop accroché, encore une fois. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des écoutes, je trouve que le titre est peut-être un des plus dansants de l'album, des plus énergétiques. Je trouve que Jackie fait très bien son travail, même si effectivement, comme vous l'avez bien dit, l'apothéose du titre, c'est vraiment quand Michael arrive. Il y a aussi Germaine qui arrive à ce moment-là dans les bacs également. Le titre est très bon, mais c'est vrai que sans plus non plus, mais voilà, il offre quand même des sonorités assez sympathiques à l'album, mais sans plus. Ok. Et moi, je rejoins un peu ce que tu dis, Riri. Alors, quand j'ai écouté Wait, pareil, bon, je vais pas recentrer sur mes premières écoutes parce que mes premières impressions étaient vraiment pas les bonnes. Mais aujourd'hui, Wait fait partie à mon sens, des meilleurs titres de l'album. Donc, on parle de l'arrivée de Michael, je vais en parler juste après, mais je trouve que même Jackie est vraiment très bon dans sa performance vocale sur l'album parce que si je dis pas de bêtises, je crois que la vraie performance qu'il a fait jusque-là dans les albums avec ses frères, c'est sur Wondering Who, sur Triumph. Et finalement, c'est Blessed Soul. Oui, tout à fait. Sur Bless His Soul, mais moi, tu vois, il m'avait vraiment marqué sur Wondering Who. Et je trouvais justement que sur Wait, tu vois, il y a un espèce d'upgrade à chaque fois sur les chansons où il a un certain lead vocal, donc Bless His Soul, ensuite Wondering Who et Wait. Et effectivement, quand tu entends cette arrivée de Michael, en plus, tu sais, moi, quand j'essaie de le projeter visuellement, l'arrivée de Michael, tu sais, je le vois comme un truc sur scène où tu as un projo qui pète à la gueule et puis tu as un Michael qui arrive en salto arrière sur la scène, tu vois, pour danser avec ses frères et chanter. C'est un peu un Avengers Endgame, tu vois, où le gars arrive pour le combat final et il démonte tout, quoi. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que il n'a pas une présence vocale imposante dans le titre parce que tu sens quand même que sa voix est prise dans un certain fond de la chanson. Que ça reste des chœurs et pourtant, il est encore plus présent que Jackie. Alors, est-ce qu'on est réellement objectif quand on prend le recul de cette analyse? Parce que évidemment, quand tu écoutes un morceau sur un album des Jackson, tu as envie d'entendre les parties vocales de Michael. Mais c'est vrai que même si je mets Michael de côté, je trouve que le titre a une certaine puissance et que l'arrivée de Michael à la fin du titre est juste incroyable. Et tu vois, il fait partie littéralement des titres que je regrette de jamais avoir vu de prestations scéniques dessus, quoi. Et justement, donc, on arrive sur un Torture qui est génial, on arrive sur un Wait qui est dynamique, et puis on tombe sur la troisième chanson de l'album qui est One More Chance. Et là, alors pour moi, c'est l'effondrement total, quoi. Et t'inquiète pas, Yann, tu vas me répondre. et ouais, One More Chance. Bon, alors là, c'est Randy Jackson du coup qui interprète le morceau. Et je n'arrive pas du tout, tu vois, même après 20 ans d'écoute, à lui trouver un côté punch ou un côté intéressant, que ce soit sur la prestation vocale, que ce soit sur l'instrumental du morceau. Et d'arriver comme ça derrière Wait, est-ce que c'était le bon choix? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'était même le bon choix de garder ce morceau pour la tracklist finale? Je sais pas. Et c'est à partir de ce moment-là où on a vraiment cet aspect décousu de l'album qui est un peu plus poussé. C'est à l'arrivée de One More Chance pour moi. Yann? Ouais, alors écoute, moi, bon, je pense que ce titre, on l'a dit, je pense qu'il a le mérite d'être écouté, Wait, jusqu'au bout, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, tu me lances sur One More Chance, j'imagine. Tout à fait. Écoute, on a deux gros titres, Torture
et puis Wait, qui sont quand même très péchus. C'est logique en termes de vinyle qu'ensuite tu mettes un slow. Voilà. Alors, tu avais une logique qui était beaucoup en funk, qui était une face péchue, très très funky, et une autre face slow. Là, eux, ils font 2 titres péchus, puis un slow pour calmer le jeu. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de faire aussi une face péchue et puis de mettre les slows Be Not Always, One More Chance de l'autre côté, comme ça aurait respecté on va dire le protocole de l'époque dans les vinyles funky, dans les albums funky. Bon, là, ils mettent un slow pour calmer le jeu. Et c'est vrai que c'est joli à entendre. Il faut se mettre au calme, il faut l'écouter tranquille. Alors, c'est pas ce que tu attends peut-être des Jacksons. C'est pas un titre que tu attends, franchement, chez les Jacksons. Mais je trouve qu'il a le mérite ça calme le jeu. C'est assez répétitif, mais il y a de l'harmonie, c'est beau. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le meilleur des titres. Est-ce que toi, c'est un titre sur lequel tu peux revenir comme ça, te dire tiens, j'ai envie d'écouter One More Chance? Non, je vais l'écouter parce que je réécoute l'album. Voilà. C'est franchement pas un titre qui va me venir en tête. Quand j'entends One More Chance, j'entends plutôt l'album, le titre de Michael, quoi. Oui. Pourtant, c'est pas le titre que j'écoute le plus, même celui de Michael. Mais d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis parce que les Jackson 5 ont leur One More Chance, les Jackson ont leur One More Chance et Michael a son One More Chance. Ouais. Donc bon, mais je vais pas quand je mets l'album, je vais pas passer. Tu vois, il y en a qui vont dire ah non, celui-là j'aime pas, je passe. Non, moi je vais l'écouter. Tranquille, ça va passer tout seul. C'est un moment de calme, c'est un moment de ah ouais, juste après les deux là, et ben on se calme et puis on se prépare à la suite en fait. Mais c'est une chanson de transition. Voilà. C'est une chanson de transition. C'est pas une chanson que tu vas mettre à part, toute seule, où tu vas dire oh putain, j'ai envie d'écouter One More Chance là. Non, tu vas être juste contente de l'écouter entre deux gros titres qui arrivent. Quoi. C'est une pub. C'est presque une musique d'ascenseur, tu vois. Excuse-moi. Je t'en prie. Merci Yann. Toi, Riri, l'accueil de One More Chance? Alors moi, je suis beaucoup plus de l'avis de Yann que de toi, Greg. Je trouve qu'effectivement, ce morceau fait très bien la passerelle entre les 2 premiers titres et Be Not Always qui arrive après, qui est très très slow. Ça permet vraiment de faire une bonne transition. Moi, c'est un de mes titres préférés en réalité de l'album. Je trouve que Randy fait très bien le travail. Effectivement, on n'est pas sur le titre de l'année, mais on est sur un très bon titre, plus slow, avec des belles mélodies, des bons couplets, un bon refrain qui rentre dans la tête. Moi, j'ai toujours plutôt bien apprécié ce titre et ça m'arrive même de l'écouter en dehors de l'album d'ailleurs. Voilà. Et comme là le dit un internaute, effectivement, Jeannette a repris la musique. J'ai jamais écouté, mais ouais. Alors là, je suis pas au courant. J'ai mis ça, ouais. Janet a repris One More Chance, si je ne me trompe pas. Là, je sais pas du tout. Ouais. En 93, me dit Richard. Ok. Ouais, c'est sorti cette année dans la version deluxe de l'album Jeannette. Tout à fait. Ah, bien. Ok, je savais pas. La Riri est incollable. Ça rigole pas. Ok, ça marche. Merci, Riri. Donc toi, One More Chance, c'est un morceau que tu pourrais écouter comme ça. Ouais. Franchement, en moi, dehors je de trouve l'album vraiment très complet. cool. Ouais, moi, je le trouve vraiment très, très, très cool. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Riri. Et toi, Richard, One More Chance? Bah, écoute, moi j'aime ce titre. J'aime beaucoup l'écriture du titre, j'aime sa composition, j'aime les sonorités qu'il y a dedans. Moi j'aime bien de manière globale ce que Randy a apporté au groupe des Jacksons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est quand même le co-auteur des gros tubes de la discographie des Jacksons, des Destiny. Il a formé avec Michael un duo incroyable, c'est pas mal de chansons. Et on sent que là, il est tout seul sur cette composition-là, et elle est vraiment crédible, elle est bien. Et pour moi, dans le groupe, il y a 3 vocalistes, en fait, vraiment, qui ont chacun leur force. C'est pour bien sûr Michael, Jermaine et aussi Randy. Parce que Randy, on le verra plus tard sur l'album 2300 Jackson Street, mais il prend des morceaux seul, il y va et ça le fait, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est le frère, entre guillemets, sacrifié, pour prendre un peu l'expression, parce que il a tenté aussi une carrière solo qui s'est limitée à un seul album, et je pense qu'il a vraiment toutes les compétences, tout le talent,
tout ce qui était nécessaire pour que ça aille beaucoup plus loin, qu'il fasse de grandes choses. Bon, après, l'histoire, on a décidé autrement, pour plein de raisons. Mais en tout cas, moi, One More Chess, non, c'est même des fois un titre que j'aime écouter. La version de Janet, bon, elle apporte rien trop de plus. On a un peu comprendre après le recul qu'elle a fait cette reprise pour l'aider à toucher des royalties parce qu'elle savait que ses disques se vendaient bien à cette époque-là, donc ça aide aussi beaucoup. Donc il y a vraiment ce duo infaillible, hein, Janet Randy qui est empirique, qui est là depuis qu'ils sont tout petits tous les deux, qui ont Ouais, toujours c'est été vrai. ensemble. Et aujourd'hui, Randy s'occupe de Janet, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est un coup de main que la petite sœur a fait à son grand frère. Et c'était plutôt bien vu, c'est bonne reprise. Mais pour moi, ça ne vaut pas l'original que je trouve vraiment très bien. Puis qui est un peu une sonorité comme ça de balade très nocturne, un soir d'été comme ça, avec des petites lumières de luciole. Moi, j'aime bien son Richard, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, Randy va sans doute être un des frères qui va rester le plus proche de Michael, non? Ah oui, oui, bah, en 2003-2004, c'est lui qui ramène Tom Mesereau, c'est lui qui reprend les affaires de Michael pour l'aider. C'est ça, Bon, hein? après, il y a une grosse brouille entre eux, mais il a été très très proche de Michael. On peut dire qu'on doit beaucoup à Randy sur les années 2003-2005, hein, Mm. avec les qualités et les défauts que ça a pu avoir sur certains points. Je pense aussi TMJ Source. Mais sur la partie conseil pour Michael à cette époque-là, le fait d'avoir ramené Tom Mesereau et d'écarter Marc Geragos, voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Bon, là, on s'égare de Victory, mais tu as bien fait d'amener ça aussi, Yann, comme remarque. Mm. Tout à fait. Ok, ça marche. Merci pour One More Chance et merci pour Randy, du coup. Randy. Randy, si tu nous regardes. Un peu de royalties. Alors, ensuite, One More Chance, donc on aura le droit à donc, une des ballades les plus cultes de l'album, Be Not Always. Donc, je vous écoute. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette ballade Be Not Always? Oh, c'est formidable. C'est formidable. Pour moi, c'est peut-être la chanson que j'ai envie d'écouter avec Torture immédiatement. Voilà, il y a Torture en péchu, avec ensuite, j'en reparlerai tout à l'heure, State of Shock, parce que ça a pris, avec les dernières années, pour moi, ça a pris du sens avec Mick Jagger, mais au départ, quand j'ai écouté cet album, c'était Torture et puis Be Not Always. D'abord, c'est très épuré, c'est une chanson qui est proche un petit peu d'une ambiance un peu avant Off the Wall. On sort du côté jazzy funk, on reprend un côté un peu plus pur, limite soul pur, avec une sorte de cordes, de violon, de harpe, limite qu'on peut entendre en fond. Et puis, par contre, une thématique qui est portée par une voix un peu proche de She's Out of My Life, tu vois, avec des trémolos, parce qu'on sent que c'est un sujet qui est aussi larmoyant que She's Out of My Life, sauf que là, on n'est pas sur de l'amour, on est sur le monde va mal. Et tu retrouves toute la thématique portée par les Jacksons déjà avant, c'est-à-dire, souvenez-vous de la pochette de Destiny, hein, avec le monde qui s'effondre, etc. Bon, là, on retrouve ça, le monde va mal. Tout ça, c'est l'idéologie qui est sous-tendue derrière la religion de la mère de Jackson, qui va la donner à ses enfants, hein, les témoins de Jéhovah. C'est le monde va mal et on espère que ça va changer, quoi. Be not always, voilà, les enfants qui meurent. Donc c'est très fort comme message. C'est un message d'espoir en même temps, mais c'est un message de constat triste aussi du monde. Donc quand on l'écoute, la voix de Michael porte ça avec sincérité. C'est tout Michael, quoi. On retrouve le côté humanitaire, l'envie de changer le monde. Voilà, bon, donc ouais, et c'est en plus une chanson épurée, donc il n'y a pas de synthé en trop, quoi. Donc pour le coup, c'est un petit ovni. On se demande même d'ailleurs qu'est-ce que ça fout sur un album des Jacksons, parce que c'est tellement une chanson pure Michael que limite on a envie de l'enlever de cet album-là et de le mettre sur un autre album, Michael tout court, quoi. Donc moi, quand j'ai entendu ce titre-là, je me suis dit, oh putain, un titre inédit de Michael, quoi. Un bonus track. Ok. Riri? Ouais. Alors moi, la première écoute, j'ai été vraiment extrêmement surpris par le titre et je le trouvais extrêmement long, très lent, presque interminable.
Et je me demandais vraiment où on allait. Et finalement, je suis revenu un peu sur le titre les jours d'après. Et j'ai commencé de plus en plus à le trouver assez intéressant. Et notamment, c'est sa voix que je trouve intéressante, avec beaucoup d'émotions. Il chante le titre. Voilà, comme tu l'as dit, comme dans She's Out of My Life. Et c'est ça vraiment qui m'a le plus plu avec ce titre. Et également, comme tu as dit, Yann, ce que j'aime beaucoup maintenant de ce titre, mais le problème, je trouve, c'est vraiment sa place. Pour moi, le titre n'a vraiment pas sa place dans l'album. Et quand on regarde un peu même les autres albums de Michael, il n'aurait pas non plus sa place autre part. Moi, je trouve que voilà, le titre est très bon, mais il n'a pas eu la chance d'être sur un projet qui aurait pu le porter, parce que ouais, je le trouve un peu voilà, mis entre deux titres. Je sais pas trop. J'aime bien ce titre, à lui tout seul, mais quand tu écoutes l'album, je trouve qu'il casse vraiment le rythme. Mais voilà. Ouais, donc pour toi, un bon titre, mais pas dans la bonne œuvre, quoi. Ouais, voilà. Il aurait eu sa place un peu ailleurs. Ouais, ok. Ouais. Bah, Je ça comprends. pose Ça- la ça question rejoint de un la peu. cohérence. Ça pose la question de la cohérence des titres de l'album, quoi. Voilà. Hmm. Ouais. Bah, encore une fois, on revient un peu à cette notion de chacun son titre. Donc, on a le titre de Jermaine, on a le titre de Jackie, le titre de Randy. Là, on passe au titre vraiment de Michael, un peu un Michael solo à ce moment-là. Et je comprends un petit peu ce que vous pouvez ressentir par rapport à sa légitimité à être dans cet album et pas forcément dans une autre œuvre. Donc, je comprends totalement. Toi, Richard, t'en as pensé quoi de Be Not Always? Bah, écoute, si tu veux, on comprend que l'album, c'est un disque où chacun amène sa contribution, chacun amène son truc. Et en fait, Michael, qu'est-ce qui sort de ses archives, hein, qu'est-ce qui sort de sa besace? C'est un ovni, comme l'a très bien dit Rémi et Yann. Effectivement, un titre qui est difficile à placer sur l'album de Jackson, surtout comme celui-ci qui est très électro-funk, très difficile à placer même sur l'album de Michael tout court. Et surtout, on se dit que Michael, là, il a dû faire bondir les gens de chez CBS et Epic à l'époque, parce qu'eux, ils devaient attendre peut-être une grosse cartouche de la veine de State of Shock, parce qu'à l'époque, il était pressenti le morceau Buffalo Bill en truc, qui apparemment est un titre absolument incroyable aussi. Et en fait, il sort un truc, une chanson sur la guerre, sur le désespoir, sur la pauvreté, sur des têtes très noires, avec une musique très mélancolique. Moi, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un cauchemar pour une maison de disques qui se dit on va sortir un album de Jackson, le dernier, la dernière galette des frères ensemble, les 6 pour la première fois et tout. Et Jackson, donc Michael leur livre ça en guise de chanson, on va dire de sa cuvée à lui. On se dit, ah, mais on ne pourra jamais sortir ça en radio, on ne pourra jamais rien en faire. Enfin, il y a aussi la problématique de qu'est-ce qu'on fait ce titre-là quand on est sur l'album, quoi. Comment on peut le faire vivre? Et c'était très difficile de se dire à cette époque-là qu'un morceau comme Be Not Always pouvait partir en radio, par exemple. Ce qui n'a pas été le cas. Peut-être que Sony, enfin CBS aurait rêvé d'avoir un morceau, en plus de State of Shock, en plus de Torture, en plus de Body, qu'ils auraient pu mettre en radio. Donc finalement, ils vont un petit peu se rabattre sur Body, parce que voilà. Il a été en phase B d'un Oui, 45 en phase B. si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Be Not Après, Always. bon, ça s'est joué comme ça. Après, c'est mis en phase B Mm. haute, mais ça n'a pas été un single, ça n'a pas été une chanson exploitable à ce niveau-là. Après, moi, ce que j'en pense, c'est un truc perso, c'est un morceau que je trouve sublime à tous les niveaux, au niveau de l'arrangement. Et moi, comme je dis souvent, quand Michael est seul, quand il produit les choses de son côté et qu'il livre ça, c'est vraiment très bien. Il y a aussi Marlon qui est un petit peu dans l'affaire, dans ce morceau, de mémoire, je crois qu'il joue un peu, il a apporté quelques notes à la chanson, mais là, c'est quelque chose de vraiment très... Oui, il a rajouté des paroles, je crois. Voilà, on a Bruce Fagan qui est là. Bon. Ça me rappelle un peu Heartbreak Hotel sur Triumph, qui est un morceau pour moi de Michael, à la limite solo, et mais comme Heartbreak Hotel garde une cohésion avec le reste de l'album, on est quand même dans un morceau qui suit le reste, et qui fait que les chansons s'enchaînent, ça passe. Là, Be Not Always, c'est allez, je te mets un ovni, et salut. Et puis, je pense qu'on se reverra plus tard, quoi. Mais bon, après le morceau, il est très prisé des fans parce que là, on retrouve le Michael solennel qui porte des thèmes forts dans ses paroles. Et puis voilà, la voix est magistrale. Tout est beau, quoi. Un petit peu une cousine ou sœur de Scared of the Moon, peut-être. Un peu dans ce temps-là. Alors, tu vois, j'allais en parler justement parce que moi, Be Not Always, en fait, j'ai un peu une ambivalence avec ce morceau. C'est-à-dire que je comprends pourquoi ce morceau il est aimé des fans, mais à titre personnel,
il fait partie des ballades de Michael. Moi, ça me touche pas, tu vois, Be Not Always. C'est-à-dire que je vais vraiment l'écouter de loin. J'aime bien le passage, tu sais, qui fait un petit peu cow-boy avec sur sa guitare, seul sur son cheval. Tu sais, on a ce petit couplet-là, à un moment dans Be Not Always, qui est vraiment très chouette. Mais après, Be Not Always, je le mets vraiment dans la case, tu l'as bien dit, Richard, dans la case des Scared of the Moon, des Much Too Soon, voire même de Little Suzy, même si Little Suzy a un arrangement musical un peu plus prononcé. Mais on est littéralement dans les ballades un petit peu drama que Michael savait bien faire. Et j'essaye toujours de prendre du recul avec Be Not Always parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, Riri et Yann, était hyper intéressant. C'est sur la légitimité d'être présente dans l'œuvre Victory. Et est-ce que j'ai pas été un peu, comment dirais-je, influencé par le fait que ce soit un morceau Victory et qui fasse que je trouve qu'il perd un petit peu en puissance, justement, sur sa notion. Parce que pourtant, il a plutôt bonne recette. C'est-à-dire, on a voilà, Michael qui chante avec une voix douce. On entend un peu les sanglots même dans sa voix quand il chante. Et généralement, c'est des choses, en tout cas pour les fans de Michael, c'est vraiment des choses qui matchent. Donc, je comprends pourquoi ce morceau est aimé. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, tu vois, quand je l'écoute, j'ai pas cette émotion que je pourrais avoir dans plein d'autres titres type ballade que peut proposer Michael. Ouais, Yann. Juste un point qui me vient là comme ça, par rapport toujours à ce que tu dis sur la légitimité, etc. Il faut quand même se rendre compte, on l'a dit depuis le début, que c'est un album électro-funk, beaucoup de synthé, de la guitare évidemment, mais une rythmique qui est là. Bon. One More Chance, même si c'est un titre plus lent, il garde ce côté synthé, etc. Là, pourquoi c'est un ovni? Parce que tu tombes sur de la corde, voire même de la corde où si vous écoutez bien, on a même l'impression qu'on pourrait se retrouver dans une époque médiévale avec un son un peu de harpe comme ça. Évidemment, ça n'a plus rien à voir avec un son futuriste électro-funk qu'on peut imaginer pour Victory. Donc c'est sûr que moi, personnellement, quand j'écoute cette chanson, j'imagine Michael sur une barque, dérivant sur de l'eau, tu vois, avec une guitare ou avec un mec qui a l'harpe derrière. Donc évidemment, ça n'a plus rien à voir avec le super-héros qu'on voit sur la pochette. Et c'est vrai que du coup, qu'est-ce que fout ce titre-là? Il n'est pas du tout dans l'ambiance, il n'est pas du tout dans le mood. On a l'impression que Michael s'est mis dans un coin de la pièce et puis a chialé dans son coin. Moi, je vais faire mon truc tout seul. Voilà, et puis pendant que les autres étaient en train de faire la fête, quoi. Donc c'est sûr que c'est un magnifique morceau. Et c'est vrai que Riri le dit, on ne sait pas trop où on pourrait le mettre, même dans d'autres albums, on ne sait pas comment on pourrait le caser. Mais après, on a la chance d'avoir ce putain de morceau, même s'il est mal placé sur mauvais album, j'en sais rien, mais il est tellement beau qu'on lui pardonne, quoi. Bah, tu vois, un Be Not Always, comme je disais, un peu en bonus, tu sais, comme Scared of the Moon, tu vois. Si Be Not Always était arrivé, alors évidemment, c'est peut-être présomptueux de ma part de dire ça, mais s'il était arrivé un peu en démo bonus dans un Ultimate Collection, tu vois, ou dans une réédition, je pense que l'accueil aurait été peut-être décuplé sur cette balade. Après, c'est peut-être présomptueux de ma part de dire ça, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. Et je pense que vous avez mis le doigt dessus par rapport à ce morceau, c'est que à lui tout seul, c'est un morceau qui est assez puissant dans la discographie de Michael, mais qui n'était vraiment pas mis au bon endroit, quoi. Je pense que vous avez vraiment bien résumé la position de ce morceau. Et du coup, après Be Not Always, on enchaîne sur State of Shock. Alors, State of Shock, du coup, qui a une genèse assez extraordinaire parce que sorti en l'état en duo avec Mick Jagger. Alors, je vais encore être un petit peu sévère, mais du coup, Yann, tu vas pouvoir rebondir après. Mais State of Shock, forcément, je l'ai découvert dans l'album Victory, donc j'ai écouté d'abord la version avec Mick Jagger. Et c'est marrant parce que ce morceau, je trouve que quand Michael et Mick Jagger chantent leur partie, ça fonctionne hyper bien. Même les adlibs vocaux du morceau sont vraiment d'une puissance. C'est du Michael pur, les dim dam dim 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 dim. C'est vraiment des adlibs qui sont formidables. Mais par contre, tu vois, quand j'écoute le refrain, je trouve que les deux voix ne vont vraiment pas ensemble. Celle de Michael et celle de Mick Jagger, je trouve presque, tu sais, alors je ne sais pas si c'est sur le mixage
ou si c'est au moment de la prise de voix, mais je trouve que la voix de Mick Jagger hache un petit peu la voix de Michael, ce qui me dérange beaucoup à l'écoute du titre. Et c'est vraiment, j'apprécie vraiment le morceau que sur les parties chantées à part un. Et ensuite, j'ai découvert donc la démo avec Freddie Mercury. Je pense que ce soit vous trois ou le chat, on l'a tous écouté cette démo, même si aujourd'hui elle n'est pas officielle et qu'elle a jamais eu de sortie officielle. La voix de Freddie Mercury et de Michael, ça fonctionne hyper bien. Et en plus, la démo ne propose pas de moment où chacun chante sa partie. Ils chantent vraiment ensemble tout le long de la démo. Et donc, moi, j'ai vraiment une grosse préférence sur la démo avec Freddie Mercury, et j'ai cette ambivalence-là sur la version avec Mick Jagger. Ouais, Richard, vas-y. Ouais, bah déjà, c'est le premier single, c'est le premier titre qu'on avait écouté à l'époque, donc il était matraqué de partout. Pour moi, je vais un peu revenir sur une idée qui m'est très personnelle, mais très souvent, moi, les duos de Michael m'ont toujours laissé une petite part de déception. J'ai jamais été entièrement convaincu, à part un ou deux exemples. Je pense à Sexay. Mais en tout cas, sur State of Shock, je te rejoins sur le côté voix autre. Bon, après, Michael avait fait McCartney avant, il avait fait Jagger, donc on a compris, il a fait les Beatles, il fait les Stones. Bon, voilà, c'était un petit peu sa façon à lui de dire il va faire la totale. Et du coup, ouais, moi, la version maxi m'emballe, elle est très très bien, très, très, très percutante, très propre. Les alips en acapella, c'est génial, mais ça fait pas partie des morceaux. Bon, il n'y a pas eu de clip, c'était pas non plus un hasard. Peut-être que Michael n'a pas cru assez au morceau pour en faire un clip, je pense aussi. Ça aussi, c'est important à noter. Hein. C'est quand même un gros duo événementiel à l'époque qui sort, il n'y a pas de clip, à l'époque du clip, quoi. Donc voilà, le morceau est intéressant, mais effectivement, je préfère aussi la version avec Queen, avec Freddie Mercury, pardon. Je préfère cette version-là parce que l'énergie est plus là. Puis la voix si on compare vocalement ce que fait Freddie Mercury et ce que fait Mick Jagger, c'est pas non plus la même chose. De manière générale, en tant que chanteur, Freddie Mercury, c'est quand même une voix. Et puis Mick Jagger, tu le vis un peu comme un second choix, du coup. Ouais, c'est un petit peu, Freddie n'a pas voulu, on va prendre Mick. C'est un peu ça, quoi. Tu t'appelles, il y en a qui ne veut plus, on va prendre l'autre, quoi. Donc un petit peu, j'ai pas un choix du pauvre, mais bon, voilà, c'est un peu mon ressenti. Ouais, mais je comprends totalement. Toi, Riri, State of Shock? Alors moi, je suis pas un trop gros fan de cette musique. Bon, je comprends que les gens l'aiment beaucoup. C'est une grande punch. En réalité, le titre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais comme toi, Greg, j'aime pas trop l'alchimie des deux voix. Et justement, il n'y en a pas. Non plus les couplets solo, individuels, je les trouve pas vraiment. Je sais pas. En fait, moi, je suis pas trop un trop grand fan, excusez-moi, de rock et tout ça. Donc, je suis pas trop la cible de ce titre, en fait. Mais je comprends totalement qu'il a plu à des gens. Et surtout, quand on voit le rendez-vous que ça fait avec Mick Jagger, qui est un grand chanteur, c'est toujours intéressant. Et également, du coup, j'ai pu entendre la version avec Freddie Mercury. Et pareil, elle m'a pas non plus trop chauffé. Donc voilà, c'est un bon titre, mais je suis pas trop la cible de ce titre en réalité. Voilà. Et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Riri, ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu voir un peu la rencontre Mick Jagger-Michael Jackson comme un vrai phénomène, enfin Michael Jackson, les Jackson, comme un vrai phénomène. Et finalement, je trouve que pour ce que ça valait, c'est un peu passé à l'as, quoi. Parce que bon, tu avais la rencontre Michael Jackson-Paul McCartney qui a vraiment marqué, quoi. Leader Jackson 5, leader Beatles qui se rencontrent, il se passait vraiment quelque chose. Là, la rencontre Michael-Mick Jagger, pour ce que ça aurait dû valoir, à mon sens, on est un peu passé à côté. Mais je pense qu'il manquait des images aussi. Il manquait des images. Justement, car tu prends cette oui, mais t'as aucune photo de Michael et Mick Jagger. Enfin, t'en as une seule, je crois, dans le livret d'History, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas l'imagerie, le Sexay, par exemple, qui a fait que le clip à tourner. Oui, ou même à l'époque de The Girl Is Mine. À The Girl Is Mine, tu avais quand même le 45 tours où tu voyais Michael et Paul l'un à côté de l'autre, plutôt complice. La State of Shock, tu as un vinyle rouge avec le gros titre là, que Yann nous a montré tout à l'heure. Je pourrais vous le remontrer si besoin. Tu as un 45 tours, tu as un fond rouge, tu as le gros titre State of Shock. À un moment, tu as un mec du marketing qui s'est dit non, il faut qu'on mette la tête des Jackson et la tête de Mick Jagger
en photo, quoi. Donc, tu vois, même la pochette du 45 tours est assez révélatrice. Elle est bizarre. Donc, elle est pas moche, mais c'est pas à la hauteur d'un duo de grands artistes, quoi. Tu mettais ça au verso, la pochette, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Très... Et moi aussi, je trouve que la musique n'a pas trop sa place dans l'album, encore une fois. Je trouve vraiment qu'on est sur un titre Michael Jackson et Mick Jagger, mais pas du tout Jacksons, quoi. Je trouve vraiment que ça n'a t'as rien à raison. voir dans la sonorité de l'album au global. Voilà. T'as raison. Ouais, je vais essayer de défendre un peu le titre hein, parce que je vois que vous vous acharnez dessus. Bon, alors, déjà, les copains, peut-être qu'il faut remettre dans le contexte. C'est que le contexte, normalement, effectivement, vous avez un Michael qui est plutôt assez admiratif de Queen, qui va voir des concerts de Queen. On voit d'ailleurs qu'il est dans les coulisses, des concerts, etc. Et cette idée de travailler avec Freddie Mercury va avoir quand même une importance, puisqu'on sait qu'il y a quand même 2-3 titres, dont le fameux sur lequel on fantasme Victory, qui donnera lieu quand même au titre de l'album. Donc c'est sûr qu'il y a une envie de Michael de travailler avec Freddie Mercury, qui a une voix mélodique, quasiment parfois, on le sait, proche de l'opéra dans certains cas, même si c'est pas un chanteur d'opéra, on en est loin, mais qui a quand même cette sonorité mélodique très forte. Bon, qui est un chanteur d'opéra rock parfois Bohemian Rhapsody. Écoutez-moi, on a un travail sur l'harmonie vocale. Bon, ce qui n'est pas toujours le cas dans le rock. Hein. Bon. Il n'y a pas ce rapport d'admiration, j'ai l'impression, avec Mick Jagger. Il y a juste un rapport, tiens, j'ai fait avec Paul McCartney, il y a un bon coup marketing à faire, ce serait de faire avec le leader des Stones. Mais je n'ai pas le sentiment que Michael soit quelqu'un qui soit admiratif du travail des Stones. Bon. D'ailleurs, il l'a dit, à se te couper, mais dans la biographie de Tara Borelli, il sort très déçu quand il écoute la version finale en écoutant la voix de Jagger, qui était d'ailleurs enregistrée ailleurs. Il dit, mais c'est pas chanté en fait, quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il dit, mais ce gars, il ne sait pas chanter, je ne comprends pas pourquoi il est connu. Oui. Bon, mais si, Mick Jagger sait chanter, sauf qu'il ne chante pas comme Michael aime bien. C'est un chanteur de rock blues, Mick Jagger. Donc, c'est un mec qui va avoir de la gouaille, etc. Et qui ne va pas chanter de manière forcément mélodique, quoi. Qui va même parfois avoir des accents, on a l'impression qu'il parle. Bon, donc c'est sûr que pour Michael, l'alchimie, elle n'est pas totalement réussie. Ça marche bien quand ils sont séparés, je suis d'accord. Et c'est vrai que même si je ne suis pas aussi négatif que vous sur le fait que quand ils chantent ensemble, mais c'est pas du tout la même mélodie que quand Mercury et Jackson chantent ensemble, parce que ce sont ils ont la même façon d'envisager le chant. C'est pas du blues, quoi. C'est du chant mélodique. Alors que là, Mick Jagger, c'est un chanteur de rock blues. C'est un chanteur de rock blues qui va jouer à la provoque, qui va parler, chanter, etc. Et donc, ouais, il y a peut-être un rendez-vous qui est raté, mais je trouve que franchement, cette chanson, elle a une force, quoi. Non seulement elle est électrique, on est bien sur une chanson rock, comme Michael aime en faire avec Beat It, etc. Donc elle a sa place dans l'univers jacksonien. Elle a des bons chœurs. Et surtout, Yann, si je peux me permettre, je te laisse finir, mais je rebondis juste sur ce que tu disais aussi en début de live, c'est que même si Michael a peut-être mal accueilli les résultats, il a quand même fait le choix de l'incorporer dans Moonwalker, dans sa rétrospective. C'est ce que j'avais dit. Il aurait pu choisir de ne pas la mettre. Mais parce que n'oubliez pas que ce titre, il a super bien fonctionné. Il est numéro 3 au Billboard. Dans la carrière de Jagger, c'est un des meilleurs titres. Parce que bon, en dehors des Stones, hein, bien sûr, hein, parce que dans la carrière solo de Jagger, c'est un de ses meilleurs titres en termes de résultats. Je crois que c'était Wally qui en parlait là sur le chat pour dire qu'il l'a repris avec Tina Turner au Live Aid. Bon, on aurait voulu que Michael d'ailleurs fasse une version live pour voir ce que ça aurait pu donner quelque chose d'assez intéressant en live. Ça aurait été très péchu, etc. Donc non, c'est une chanson qui vaut le coup. C'est une chanson qui a le mérite effectivement d'exister. Mais c'est vrai que c'est peut-être une chanson où Mick Jagger apparaît à la dernière minute, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette admiration, comme il y a l'admiration pour Paul McCartney des Beatles, ou d'admiration vers Freddie Mercury, il y a une sorte de découverte entre Michael. Je pense qu'ils n'ont pas pris assez le temps de se connaître. C'est un plan B, en fait. Et je pense que peut-être qu'ils auraient dû repenser le morceau en l'adaptant mieux au style de Jagger et peut-être retravailler un mixage. Mais déjà,
Moi, si tu veux, j'arrive pas à concevoir en termes d'alchimie, évidemment, hein, pas en termes techniques, j'arrive pas à concevoir qu'un duo se fasse chacun de son côté. Scream, hein. Euh, Scream a été fait et comme ça. Scream a été fait, même le clip a été tourné quasiment chacun de leur côté, quoi. Donc, mais sur le principe, moi j'ai du mal à concevoir quand tu veux travailler avec quelqu'un. Bah, pour moi, pour que l'alchimie fonctionne, tu dois être en studio avec lui. Et je pense qu'effectivement, comme Mick Jagger était le plan B, il n'y a pas eu quand tu écoutes la démo avec Freddie Mercury, tu vois qu'il n'y a pas eu un travail de réadaptation pour coller un peu plus au style de Jagger et effectivement faire peut-être quelque chose qui fasse mieux prendre la maillot. Donc ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire, Yann, par rapport à ça. C'est ça, c'est le fait de ne pas travailler assez longtemps ensemble donne un résultat qui peut paraître du coup décousu. Mais on a quand même la force d'avoir un titre où on a Michael Jackson et Mick Jagger, deux monstres, qui auraient sans doute pu exploser en live ensemble, mais parce qu'ils auraient cette fois été vraiment ensemble. Tu vois, là, ils sont justement en enregistrement séparé, puis après, c'est les doigts de fée de magicien de Bruce Whedon qui sont censés faire le boulot, et qui réussit pas trop mal, mais c'est sûr que ça aurait peut-être été plus réussi avec un travail qui était déjà commun de Freddie Mercury et de Michael. Là, pour le coup, il y avait un vrai travail en commun de mise à niveau des voix, et puis une vision commune de ce qu'est le chant. Là, c'est deux univers différents qui se rencontrent, et au lieu de se rencontrer, ils se font chacun séparément. Donc c'est ça, je pense, qui donne ce côté un peu décousu. Mais quand on écoute bien séparément, ça passe, mais ça passe super. C'est de temps en temps les moments où ils sont ensemble, où tu te dis, tiens, c'est bizarre, les voix s'accordent moins bien que je l'aurais pensé. Bon, c'est tout. Maintenant, pour moi, c'est une des pépites de l'album. Et effectivement, à chaque fois que je l'entends, je pense à Moonwalker. Et les gens se sont pas trompés. Ça a été un succès. Ça a été un vrai, vrai succès. Et je pense qu'ils n'ont même pas joué sur la tête de Mick Jagger sur la pochette. C'est bien dommage. Mais ouais, ça a le mérite d'être écouté. Et après, n'oublions pas peut-être aussi que la version avec Freddie Mercury bénéficie peut-être aussi du côté fantasme, c'est-à-dire qu'on a tellement attendu cette version que quand elle arrive, c'est ah, ça y est, c'est bien, c'est formidable, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être un effet surcoté aussi de cette chanson qui arrive là enfin, parce qu'on l'attendait tellement, on l'a tellement entendu que Michael avait fait des trucs avec Freddie Mercury. Mais bon, il faut bien reconnaître quand même que quand il chantait avec Freddie Mercury, c'est du lourd, quoi. C'est clair. Ouais, Richard. Oui, je te rejoins sur le côté peut-être fantasme ou surcoté par rapport au fait que c'était un fantasme d'écouter la version de Freddie Mercury, mais n'empêche qu'à l'écoute, la version de Freddie Mercury, elle tape quoi, dès le début, et il se passe un truc différent, plus organique, plus d'alchimie que moi j'ai ressenti sur la version finale qui est sortie avec Mick Jagger. Après, pour revenir à la version qui est sortie avec Mick Jagger, il faut aussi se dire que la maison de disques a dû se dire bon, super, on a un titre rock, ça rappelle un peu Beat It, il y a Mick Jagger en plus, allez, ça va partir en radio, premier single, on va sortir ça. Il y a l'histoire d'un DJ qui est, je crois, à Los Angeles, qui avait passé pendant 24 heures non-stop le single. Il avait passé le Set of Shock sans arrêt. En fait, le mec, il était tout seul dans son slip, a passé le single sur sa station de radio pendant plus de 24 heures. Donc oui, c'était l'air de rien un gros événement. Mais c'est vrai que ça a un peu fait pchit parce que manque d'image, manque de plein de choses, manque aussi de moyens pour la promo de ce titre, hein, parce qu'à part le single qui est sorti et le maxi single, on n'a rien de plus. Donc, mais c'est vrai que c'était un événement de voir que Michael revenait pour une première chanson. Donc en 84, donc après Thriller, après tout ce qu'il a vécu, après les Grammy, après son accident, enfin il y a tout ça aussi, il y a tout le contexte. Hein, c'était le premier titre qu'on découvrait de nouveau de lui après plein de choses. Mais bon voilà, dans l'inconscient collectif, si on demande aux gens, citez-moi des chansons de Michael Jackson que vous avez à l'esprit, y compris des duos, je suis pas sûr que cette chanson qui arrive dans les top 3, alors que c'est Safe Safe et Girl Is Mine vont plus souvent venir. C'est ça fait qu'il faut le dire, je pense. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. Les amis, je vois qu'on est déjà 1h30 de live, donc je vais écourter un peu la partie chanson. Il nous reste We Can Change the World, Earth et Body. Alors, je vais dire 2-3 mots sur chaque et puis je vous laisserai après intervenir dessus. Mais alors, sur We Can Change the World, en fait,
c'est bizarre parce que j'ai toujours trouvé que c'est un morceau qui était pas punchy, qui avait pas forcément un truc un peu fou à raconter. Puis là, c'est Tito, le leader vocal de la chanson. Et pourtant, c'est un de mes morceaux préférés de l'album. Et là, je suis dans l'irrationnel total parce que je saurais même pas expliquer pourquoi j'adore ce titre, mais il a un truc qui m'emporte, We Can Change the World, que j'arrive pas forcément à expliquer. Et ensuite, il y avait quelque chose que je voulais dire par rapport au titre Hurt. Donc Hurt qui est chanté par Randy Jackson, du coup, qui est le deuxième titre que Randy interprète dans l'album. Et Hurt, je l'aime bien parce que je l'ai toujours pris comme un espèce de brouillon de Smooth Criminal. Alors même si je sais que le morceau a pas d'influence particulière sur Smooth Criminal, je trouve que dans la tonalité du il y a un truc qu'a pu récupérer Smooth Criminal derrière. Et là, en plus, Randy chante avec une voix assez aiguë et qui donne un truc sympa. Et ensuite, on a le titre Body qui a eu sa sortie single avec Marlon en lead vocal. Et pareil, c'est un titre funky qui sonne assez bien. Et même le clip est pour le coup est plus agréable à regarder que Torture. Beaucoup plus. Voilà, je vous laisse rebondir sur les 3 derniers titres. Oui, Marie. non, mais enfin, bon, ce sont des titres, comme on l'a dit, qui sont beaucoup en association là aussi avec le groupe Toto. Donc on retrouve pas mal de synthé, on retrouve pas mal de cette collaboration de Jackson-Toto. Et encore une fois, on a chacun à peu près à son titre. Il y a le titre Tito d'un côté, il y a le titre de Marlon de l'autre. Bon, voilà. Ça montre quand même leur volonté aussi de peut-être dire il n'y a pas que Michael qui sait écrire de la musique et qui sait faire des tubes. Bon, on peut les comprendre aussi parce que c'est aussi ça le problème. Hein. Le problème, c'est que Michael a écrasé tout le monde et que du coup, chacun doit se justifier en disant mais attendez, dans les Jackson, il n'y a pas que Michael, il y a nous aussi. Bon, je pense que ça a été aussi la grosse difficulté de cet album, c'est que chacun a voulu dire moi aussi, quoi. Exactement. Michael a explosé, mais moi aussi, peut-être que ça va être mon tour bientôt, quoi. Bon, et je pense qu'il y avait cette petite guerre d'ego. Mais c'est ça, c'est un jeu de bac à sable du attends, c'est mon tour maintenant. C'est ça. Tu vois, dans Donc, Victory, c'est exactement ça. bon. Et puis, n'oublions pas que c'est un album où Michael n'avait pas forcément envie de le faire, tout comme la tournée, mais qu'il le fait un peu plus ou moins parce que maman derrière dit il faut y aller, parce que papa dit non mais si, il y avait encore un album à faire. Enfin bon, donc voilà, c'est difficile, je pense, pour Michael, et c'est difficile pour les autres parce qu'ils essayent de prouver en jouant les muscles que moi aussi je suis capable d'écrire et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc ces titres-là, il faut avoir ce contexte-là en tête, je pense. Bon, encore une fois, tu vois le clip de Body, oui, c'est vrai qu'il est plus agréable que Torture. Enfin, franchement, à part voir des belles nénettes danser, c'est pas vraiment un titre qui est. C'est quand même de l'esbrouf, quoi. C'est encore une fois l'imagination. Ça fait un titre un peu, tu sais, un titre un peu individuel des années 80, tu sais. C'est ça. Les artistes qui ont sorti un seul titre et par exemple Ray Parker Jr. qui va te sortir un Ghostbuster mais qui est connu que pour un seul titre, bah Body, tu vois, et le clip, je le perçois un peu comme ça. Tu vois, Bon, y a des clips un peu bizarroïdes. Bon, celui-là en fait partie Enfin, non, il est très daté, quoi. Très daté 80. On peut le regarder avec une certaine nostalgie aujourd'hui parce qu'il y a un revival du côté 80 aujourd'hui avec l'aérobic, etc. Bon, mais il n'y a pas d'imagination forte, quoi, dans ce clip-là. Donc, mais le titre, il est très prenant, il est très sympa à écouter. Et ces 3 titres-là sont franchement sans problème, tu les écoutes. Michael est pas. Voilà, contrairement à Wait, il n'y a pas non plus un grand moment comme ça dans le volet lyrique de Michael. Mais je pense que ça sont des titres qui se tiennent, qui se valent. Peut-être avec une petite nuance sur le titre de Tito qui est un petit peu à part des autres. Mais bon. C'est pas la même façon de concevoir aussi la musique chez Tito, et on va le voir après quand il va continuer la musique, il va se diriger un peu plus vers une sorte de blues, lui, justement. Donc, mais c'est des titres pour moi qui tiennent bien l'édifice, et qu'on aurait tort de balayer d'un revers de main en disant bon, c'est les Jacksons, Michael il est plus là, c'est bon, au revoir, quoi. Voilà. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Richard? Alors, We Can Change the World, oui, enfin voilà, c'est une approche un petit peu reggaeisante dans le morceau, je trouve sympa.
ça fonctionne bien. Tito se débrouille très bien sur ce morceau. Parce que finalement, c'est un peu le frère. On a toujours joué avec une guitare, mais on ne savait pas trop ce qu'il faisait avec ou pas. Enfin bon, on a toujours eu une zone, pas d'ombre, mais bon, Tito, c'est pas un grand danseur. Donc, et puis, il n'a jamais trop composé des titres comme Randy a pu le faire ou Jackie a pu le faire sur d'autres albums. Bah, Donc là, Tito, finalement, est un peu plus connu pour être le père des Sweeties oui, voilà, aujourd'hui. oui. Mais là, on n'y est pas encore, on est en 84. Oui, mais Mm. c'est vrai, tu as raison. Après, ça va être ça. Et donc, le morceau, dans ce sens-là, il fonctionne. Il est bien. Et je trouve, pour le coup, il trouve bien sa place dans l'album avec des sonorités un peu électro-funk, vraiment cool. The Hurt, alors pour moi, avec Torture, c'est vraiment le titre qui représente le mieux la pochette. C'est-à-dire que quand j'écoute les morceaux, je peux voir la pochette. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cette ambiance un peu Ouais, comme totalement. ça, futuriste, un peu spatial, un petit peu. Voilà, on est carrément dans l'électro-funk total avec des synthés, ça va, il y a des Fairlight de partout, enfin, c'est très bien produit. Encore une fois, Randy, moi, voilà, j'aime beaucoup Randy, donc je ne suis pas tout objectif, mais je trouve qu'il prend le morceau, il en fait quelque chose de très bien. Michael est là, hein, il est dans l'équipe qui compose, et c'est un bon morceau, quoi. Bon, il y a aussi l'équipe de Toto qui est derrière, qui vient aussi un petit peu prêter main forte. Mais voilà, le morceau, pour moi, est vraiment très très bon. Ça fait partie des morceaux qui, pour moi, symbolisent vraiment l'album. Voilà. Et voilà, je rejoins aussi l'idée sur les notes un peu smooth criminalisantes ou Al Caponisantes aussi, parce qu'on peut aller aussi voir Al Capone. C'est ça qu'on trouve ça. Après, alors, Body, moi, dès la première écoute, je me suis dit, en fait, c'est le remake de Wannabe Satin Something, quoi. Parce que quand j'écoutais le morceau, ligne de basse, les yéyés à la fin, qui fait un peu office de même un ça. Enfin, je me suis dit, ouais, en fait, Marlon, il s'est dit, en fait, il termine l'album par quoi commençait Thriller, quoi. Donc c'est un petit peu marrant de voir que finalement les deux albums sont un peu en miroir, comme ça, très différents l'un de l'autre. Puis il Et reprend les clés de son frère en plus, tu vois, sur oui, l'intro. voilà. Alors après, bon, il y a Mm. le clip qui est réalisé par Michael Peters, il faut le savoir. Là, le jour, j'ai posté sur mon Facebook le making-of Donc qui est incroyable. Michael Peters, qui est le chorégraphe de Beat It, hein, Thriller, quoi. qui... Ouais. Décédé en 94. Et du coup, bon, le clip, il est ce qu'il est. New Edition va un petit peu s'inspirer de cette idée-là dans un clip qui s'appelle If It Isn't Love en 88. On les voit en répétition, habillés en jogging, en train de préparer leur set. Bon, il y a moins de filles. Voilà, par contre, il y a des filles de partout, il y a des hélicoptères, il y a Marlon qui fait de la moto. Enfin, c'est un peu l'opulence, quoi. Et puis, ce qui est marrant, c'est de voir que chaque frère a son moment dans le clip. On voit chaque frère qui pose, qui fait un truc, qui fait un petit geste. Ceux qui sont. Pour reprendre ce que dit Michael Peters dans le making of, il dit voilà, ils ont tout fait dans leur carrière. Voilà, on s'est juste fait plaisir avec ce clip-là, on rigole, quoi. Bon. Au moins, ils ont eu cette humilité-là sur ce clip-là de ne pas chercher à Ouais, ouais, ouais. faire Thriller. Finalement, en termes de clip, le vrai rendez-vous Jackson, en termes de clip, c'est les pubs Pepsi à cette époque-là, hein, Voilà, ils sont tous là, hein. Oui, visuellement. bien sûr, c'est les images qui restent. Quand on pense au Mm. Victor Tour, on voit ces images dans la rue avec Alfonso Ribeiro ou Tout sur à fait. scène. C'est ça qui reste, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Et toi, Riri, sur ces 3 derniers morceaux? Je trouve que Body est un des grands points forts de l'album, notamment pour son refrain, qui est très cohérent, je trouve, qui est très accrocheur, très sympathique, qui aussi, moi aussi, me fait beaucoup penser à Wannabe Starting Something. Par contre, j'aime pas trop les 2 autres titres, surtout The Hurt. Voilà, c'est un des titres que j'aime le moins des Jacksons, voire peut-être celui que j'aime le moins. Je trouve que l'instrumental est assez répétitif et je sais pas, elle me fait pas rêver. Ouais, je sais pas trop. Et également pour la voix de Randy, je trouve que ça rend pas très bien quand il chante comme ça, très aigu. Vraiment, j'ai jamais aimé ce titre et je pense que je vais jamais l'aimer. Et pour We Can Change the World, je l'aime déjà un peu plus que The Hurt. Bon, je trouve assez cohérent dans l'album en réalité, mais je trouve que pareil, il y a rien qui m'a vraiment accroché sur le titre. Voilà, rien de particulier à dire de plus. C'est pas des titres qui m'ont vraiment marqué, quoi. C'est marrant parce que moi, cette voix aiguë, suraiguë, en falsetto comme ça, me plaît assez.
c'était quand même une des marques de fabrique aussi des groupes funk. C'était de jouer vraiment en falsetto, très aigu. C'était considéré d'ailleurs comme très sexy, tu vois, ces blacks qui chantaient hyper aigus. Voilà. Donc, je sais pas, moi, ça me plaît assez bien. Comme quoi, bon, voilà, toutes les nuances se retrouvent Ouais. dans cette vidéo. Mais en fait, je comprends un peu ce que dit Riri par rapport à la voix de Randy. Alors, moi, j'aime bien la chanson la chanson Hurt, pardon. Mais c'est vrai que tu as le sentiment quand même qu'il se force au niveau de la voix. Et je pense Oui, que, oui. je sais pas si c'est ça que tu veux dire, Ouais, Riri, mais ouais. on sent, il n'y a pas cet aspect naturel, par exemple, quand tu écoutes un Michael sur Don't Stop Till C'est You comme Get les Bee Enough, Gees, donc hein. une Les Bee voix Gees, très, ça ouais, fait ou ça. comme les Bee Gees, tout à fait. Tu as une voix qui est aiguë, mais tu as un côté assez naturel dans la voix. Et peut-être que sur Randy, ça fonctionnait un peu moins bien. Alors, je trouve que ça marche pour le morceau Hurt, parce que finalement, Hurt blessé, donc finalement, quand tu as une voix Bah ouais. un peu aiguë, un peu abîmée, finalement, c'est cohérent avec, le propos de la chanson. Mais je peux comprendre que ça puisse gêner à l'écoute, cette proposition. Totalement. Bah écoutez, je pense on n'a pas grand-chose à ajouter sur les chansons. Je parle sous votre contrôle. C'est OK pour vous. C'est bon. Alors, je vous propose du coup qu'on évoque le Victory Tour, les choix qui ont été faits pour cette dernière tournée des Jackson. Bon, déjà, on en a parlé tout à l'heure, mais une des décisions les plus fondamentales et celle qui pose le plus de questions en termes d'aveu par rapport à l'album, c'est donc le choix de ne pas avoir mis aucun titre de l'album Victory sur le live. Donc, Victory Tour, finalement, aurait très bien pu s'appeler le Thriller Tour. Ça, c'est une discussion que j'avais eue avec Richard. Et c'est vrai qu'on va avoir donc beaucoup de titres de Thriller. On va avoir beaucoup de titres de Triumph et de Destiny et un peu d'Off the Wall. Mais c'est vrai que là où on avait un album Victory qui se voulait rassembler les 6 frères, où, comme tu disais, sur la pochette, on a un Michael un peu à l'écart, et ben la tournée Victory, c'est tout l'inverse, quoi, parce que les spectateurs la vivent comme on veut voir du Billie Jean, on veut voir du Beat It sur scène, on veut voir tout ça, quoi. Et donc, finalement, le choix de la tracklist se comprend. Après, moi, quand j'ai regardé le Victory Tour, en termes de fans, parce que finalement, c'est des titres qu'on connaît dans les concerts, même si pas à l'époque où la tournée Victory est arrivée, mais comme on connaissait le Bad Tour, le Dangerous Tour, voilà, les prestations de Beat It, de Billie Jean, tout ça, on les connaissait. Donc pour moi, la vraie bonne surprise sur le Victory Tour, ça a été Tell Me I'm Not Dreaming. Donc pour repréciser, Tell Me I'm Not Dreaming, donc c'est un duo entre Michael et Jermaine Jackson qui est sorti sur l'album Dynamite de Jermaine Jackson. Voilà, pour ceux qui ne savent pas et que je vous invite à écouter, qui est un titre personnellement que j'adore. Riri. Richard, tu voulais Oui, rebondir, vas-y. en fait, si tu veux, Greg, on va parler vraiment, mais je pense que plus je réfléchis, plus je me dis, tu as un live entier à faire sur le Victory Tour parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus, sur Ouais, je crois, ouais. du début, les raisons, le pourquoi, enfin, les raisons sont très, très variées, enfin, c'est très riche. Mais pour parler purement du show, à mon sens, le dernier concert de la dernière tournée de Michael avec ses forts, le groupe des Jacksons, pour moi, c'est la tournée Triumph, où il y a une cohésion qui reste, qui est là. Ils défendent l'album Triumph et Off the Wall. Il y a une espèce de renaissance qui se fait au sein du groupe après le succès de Destiny, Triumph et bien sûr de Off the Wall pour Michael. Et là, en 84, on est sur autre chose parce que Michael est tellement allé loin que là, quand tu parlais en termes de fans, comment on reçoit le show, quand on regarde les vidéos qu'on peut voir, notamment, je pense, au concert de ton retour, Michael est tellement devant, quoi. Et eux, ils sont finalement un peu paralysés, un peu en rôle de choriste premium, hein, c'est comme les Jacksons, mais on sent que l'écart, il est énorme, il est abyssal. Et c'est vrai que dans ce tracklist, qui est stricto sensu le même que celui de la tournée Triumph, sauf, effectivement, Tell Me I'm Not Dreaming, le seul morceau que nouvelle QV 84 in post-thriller qui est mis dans la tournée. Et puis aussi le set de Jermaine, hein, il y a quand même un petit set que Jermaine fait en solo, parce que c'est quand même Jermaine. Mais finalement, le reste, bon, on sait bien, c'est un thriller tour déguisé. Michael chante pas thriller à cause des témoins de Jéhovah. Mais c'est vrai que Tell Me I'm Not Dreaming, pour moi, la PF résume tout ce qui se passe sur ces années-là. Jermaine commence son morceau. Voilà, ça tourne, ça chante, voilà. Michael arrive, un peu à la Wait, tu vois, il saute là, derrière le piano, il arrive, c'est fini, il se passe, c'est fini. Voilà. Pliage de game total,
La chanson, elle est pour lui. Et on sent que les frères, je dis pas qu'ils sont en apnée, mais c'est dur, quoi. C'est très dur parce que finalement, c'est un peu chant du cygne, alors pas de la colombe, mais chant du cygne des Jacksons. Et puis Michael le confirme lors des concerts. D'ailleurs, on a la vidéo où il dit voilà, merci à tous, on a passé 20 ans ensemble sur scène, c'est notre 25 ans, enfin, c'est notre dernier concert, c'est fini. Et tu comprends que des fois, tu vois un peu leur réaction derrière. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'ils disent ça comme ça, quoi. Et en fait, c'est lui qui officialise la fin de la tournée, qui devait partir en Europe après et qui n'est jamais parti en Europe, hein, qui a fait les US et le Canada, et c'est tout. Merci beaucoup Richard pour ces précisions. Alors sur le live, ça réagit un petit peu. Après, je vous laisse rebondir, Yann et Riri. Il y a Wally qui nous dit donc l'absence de Jackie lors du Victory Tour est assez dramatique pour les harmonies, et Randy qui le remplace niveau chorégraphie, c'est pas trop ça. C'est vrai. Et C'est vrai. je remonte un peu dans le live. De toute façon, on va en parler succinctement du Victory Tour parce que oui, là je vois que ça demande à ce qu'on fasse un C'est un live. studio, ouais, à mon avis, tu as un live Peut-être quoi complet. faire. La Wally tournée. qui nous dit les gars, il faudrait refaire un live complet sur le Victory. Donc ce que je vous propose, les amis, on va évoquer très brièvement le Victory Tour, et promis, je vous préparerai un live sur le Victory Tour avec mes compères avec grand plaisir. Toi Yann, t'as pensé quoi du coup de ce Victory Tour? Bah écoute, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est un thriller tour déguisé, évidemment. Le pont entre Michael et ses frères est tellement énorme que c'est très dur. Donc, si tu veux, mais ce que j'aimerais évoquer, je pense qu'on évoquera davantage cette thématique-là lors de, si on fait un spécial Victory Tour, et je te fais confiance, Greg. Mais c'est qu'il y a aussi toute une attente des fans, évidemment énorme, et une déception qui démarre très vite, c'est-à-dire les prix des billets. Les prix des billets, la façon dont on les vend, il y a une arnaque incroyable de faut en acheter 4, et il y a une sorte de roue, de Loterie. tour, de hasard. Peut-être que vous allez les avoir, peut-être pas. Enfin, limite, tu as $120 dans les dents, parce qu'à l'époque, les billets coûtent autour de $16. Et là, le truc coûte $30 pour un billet. Enfin, t'imagines, c'est le double du prix. Et en plus, faut que tu en achètes 4, quoi. Et tu n'es même pas sûr de les avoir parce que c'est tirage au sort. Le truc de Il entre malade, en quoi. bourse beaucoup plus tard, hein, et l'argent travaille entre-temps pour les promoteurs. Voilà, enfin, c'est un C'est ça truc de l'astuce. malade. On détaillera ça davantage, je pense, dans le spécial Victory Tour. Mais il y a déjà un truc comme ça. Et Michael étouffe avec ça. Michael étouffe, il n'en peut plus. On sait qu'il dira, ben moi, l'argent, je le donne aux œuvres caritatives, j'en veux pas, quoi. Et donc il y a toute une arnaque autour de ça qui fait que la pression sur ce concert-là, où les frères veulent faire leur truc dans leur coin, veulent avoir leur contrat à eux, chacun fait son petit contrat dans son coin pour gagner le plus possible. Donc il y a une ambiance, il faut le dire, de merde. Je vais rephraser Richard et François qui ont fait le bouquin La Totale en disant qu'ils sont unis, mais ils sont désunis. Et effectivement, ils sont totalement désunis, mais même ils sont limite à se taper dessus, quoi. Mm. Donc c'est forcément, ça ne pouvait que forcément créer un malaise. Et la traduction du malaise, c'est que Michael dit, bon bah, à la fin, alors, est-ce que les frères étaient au courant ou bien est-ce que c'est une surprise? La légende nous dit que ils n'étaient pas au courant. Il y en a d'autres qui disent si, ils font semblant. Bon, mais en gros, à la fin, il dit bon ben voilà, les Jackson, c'est terminé, quoi. Voilà, 20-25 ans, c'est terminé maintenant. Et maintenant, moi, j'ai fait ma part, j'ai fait plaisir à maman, j'ai fait plaisir à papa, C'est et ça. maintenant, moi, maintenant, je vais faire mon truc à moi. Ouais, alors c'est évident que quand Michael intervient, les autres sont loin derrière. Et de toute façon, les gens sont venus pour voir Michael sur scène. Limite, ils en ont rien à foutre des frères. C'est regrettable à dire, mais c'est comme ça. À part ceux qui sont nostalgiques de l'époque, peut-être Jackson 5 et Jacksons. Mais la plupart de ceux qui sont là, parce que c'est une tournée phénoménale quand même, une fois que l'affaire des billets va être calmée par Michael, c'est phénoménal. C'est une grosse tournée, grosse tournée. Bon, qui va être très profitable. Bon, mais bon, c'est un thriller tour déguisé. Je pense que tout le monde aurait voulu un vrai thriller tour. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Chacun, effectivement, Wally a raison. Michael voyageait seul d'un côté pendant que les autres, ils voyageaient. Enfin, ça a été, voilà, ça n'a pas été au top. Euh, Maintenant, ça a eu le mérite d'exister parce que quand on voit les extraits où Michael chante Billie Jean, etc., c'est magistral. C'est Bien magistral. sûr, Maintenant, cette bien sûr. chanson Tell Me I'm Not Dreaming en live, je pense que c'est encore une fois Michael qui tente de faire plaisir en donnant à Jermaine un bon rôle, quoi. Mais là encore, Michael écrase très vite Jermaine. Donc
Je pense que quelque part, c'est aussi la tournée de la frustration pour les frères, quoi, parce qu'ils sont tellement écrasés par le charisme, le talent de Michael, que ça doit être très dur à vivre pour eux. Mm. Mais nous reparlerons de tout ça C'est davantage. un après-thriller de toute façon. Là, on est dans l'ère d'un après-thriller. J'imagine qu'il a fait Euh, Thriller, ouais, il peut pas faire sa tournée tout seul, quoi. C'est ça qui est non, drôle. non. Et en fait, Michael, il avait deux choix, c'est-à-dire soit se mettre avec ses frères et donc, je vais être un peu cru dans ce que je vais dire, mais dans une équipe, tu avances toujours à la vitesse du plus lent. Donc, il avait deux choix, soit avancer avec ses frères, soit être à la hauteur de ce qu'il avait proposé avec Thriller. Ouais. Il avait pas 36 opportunités et, et finalement, ça va se ressentir pour. Je vais commencer un petit peu à clôturer le live, les amis. Promis, on fera un live sur le Victory Tour pour développer un petit peu tout ça. Je voulais tenir 1h30, on a 1h54 de live. On s'est encore un peu lâché. Encore se fait engueuler. Mais mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Michael a fait souffrir l'album Victory, malgré lui évidemment, mais il a fait souffrir l'album Victory. Et encore une fois, j'en avais déjà discuté avec Richard, mais quand on repart en 1989, vous prenez l'album 2300 Jackson Street, mais il a une cohérence 1000 fois meilleure que Victory. Évidemment. Et l'album 2300 Jackson Street, je ne sais pas, Riri, si tu as eu l'occasion de le découvrir, même si Michael est absent de cet album. Non, pas encore. Vraiment, je t'invite à l'écouter parce que même si Michael est absent, bon, il est présent sur le titre éponyme en tant que guest, pas en tant que leader vocal, mais l'album a une bien meilleure cohésion. Et on parlait tout à l'heure avec Richard donc du talent de Jermaine Jackson. Là, l'album exploite le talent de Jermaine Jackson. Et de Randy aussi. Et de Randy, ouais, tout à fait. Et du coup, cet album, pourquoi je parle de 22 Jackson Street, c'est tout simplement parce que il permet de confirmer que Michael ne pouvait plus travailler avec ses frères. Parce que soit il baissait son degré d'implication dans le travail, soit il les écrasait. Mais il y avait pas, pour moi, il n'y avait pas de troisième option. On est vraiment d'accord. C'est ça. Et c'est un bon album qu'ils ont réussi à sortir par leurs propres moyens et ils n'ont pas à en rougir. C'est un très bon album, hein, 2300 Jackson Street. Mais qui n'a pas le rayonnement qu'il aurait pu avoir parce que voilà, pour les gens, les Jackson, c'est avec Michael. Donc, Voilà, exactement. Il a eu une petite souffrance par rapport à ça, mais en tout cas, c'est un album qui est bien mieux abouti. Donc voilà, pour faire une brève conclusion sur Victory, est-ce que vous les garçons, vous avez quelque chose à rajouter? j'ai une chose à dire. Je voulais Vas-y, présenter Richard. cet ouvrage pour ceux qui aiment la période Victory. Je ne sais pas si vous le connaissez, si les gens Oui. ont eu vent. C'est un ouvrage fait par l'équipe de MJ Backstage, The Jackson's Victory Collection. C'est très rare les livres sur la période Victory, donc Oui. on en a un. Et il a l'intérêt comment dire, de rassembler les plus beaux, enfin les collectors sur l'époque Victory, l'album, les singles, pas mal de choses. S'il y a un lien où on peut le commander, Oui, alors tu me l'envoies, Richard? je pense qu'il faut aller voir sur le site de MJ Backstage. Ouais. Je vous le mettrai en description. Voilà. Dans la description Ça, du live, je vous mettrai le lien pour le livre. C'est Donc les voilà, éditions c'est Chronica et éditions derrière, Chronica. effectivement, c'est notre ami Chris du MJ Christophe Backstage Charlot. qu'on salue. Voilà, Christophe Charlot et Gilles Maurice qui ont fait ça. Et c'est le seul ouvrage, à mon connaissance, qui parle des collecteurs, enfin, de tout ce qui se passe en collection sur Victory, Ouais. qui était une période très riche parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Ça va bien sûr des disques, mais aussi la marchandise de la tournée. Là, il y a aussi les passes backstage. Enfin, il y a pas mal de choses. Et on découvre des choses vraiment sympas. Et si vous cherchez des galettes intéressantes pour votre collection, sur cette époque-là, il y a de quoi faire. Voilà, je voulais juste dire ça. Voilà. C'est super, très, très bonne initiative, Richard. Je chercherai le lien pour le commander, je vous le mettrai en description à ce moment-là si certains d'entre vous veulent le récupérer, que ce soit là en live ou celui qui regarde la rediffusion. Riri, toi en plus qui as découvert l'album il y a 5 mois, du coup, t'en tires quelle conclusion de tout ce qui s'est dit? J'en tire conclusion que ça reste un bon album. Un dernier, c'est pas le meilleur pour terminer, mais c'est pas non plus un de trop. Je trouve que quand même il a une bonne place, il a quand même permis de faire écouter de bonne musique, de bonnes nouvelles musiques. Mais c'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux pour terminer.
Moins cet aspect de division qu'on peut totalement comprendre. Ouais. Merci beaucoup Riri. Yann? Bah, moi, je l'ai dit, il faut le réécouter cet album parce que, bien sûr, une fois qu'on le remet dans le contexte de cette division des frères et de cette guerre d'ego où chacun essaye de briller en disant moi je peux devenir aussi le futur, le nouveau Michael. Et ben, si on écoute les titres un par un, il y a des pépites, quoi. Il y a des pépites. Be Not Always, évidemment, bon, c'est la pépite number one, peut-être, OVNI à écouter. Mais après, on a si on a envie de danser, si on a envie de bouger, si on a envie d'avoir un bon moment, on écoute cet album. Mais il faut pas lui demander ce qu'il ne peut pas être. Il peut pas être le successeur de Thriller. Voilà, soyons clairs. Donc si vous écoutez ça après Thriller, évidemment, vous avez une sorte de déception là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais si vous l'écoutez juste comme un bon album des frères Jackson, où chacun a voulu mettre sa patte à lui, et avec en plus des pépites de Michael, bien entendu, quand on est fan de Michael, ben vous allez dire ouais c'est pas mal, puis ça a le mérite de bien s'écouter, ça a le mérite de vieillir un peu comme du bon vin, mais en restant daté très 80. Ça a un arôme très très 80. Puis alors pour ceux qui aiment Toto, allez-y les yeux fermés, parce que forcément là vous allez trouver toute l'époque 80 des années Toto, quoi. Mais moi je pense que dans la discographie d'un fan de Michael Jackson et des frères Jackson, ça a sa place. Maintenant, on a parlé du dernier album en 89 des frères Jackson. Bon, et je pense que c'est normal parce qu'il y a derrière des chefs d'orchestre New Jack qui sont là, quoi. Et on en reparlera. Je pense que Richard se fera un plaisir là aussi d'intervenir sur ça. Mais tandis que là, Victory, il n'y a pas de chef d'orchestre vraiment. Il n'y a pas un vrai chef d'orchestre. Il y a juste des frères qui veulent jouer leur propre partition. Donc c'est logique que ça paraît comme décousu, avec des très belles pépites, alors que 2300 Jackson Street apparaît comme plus cohérent, comme plus rond, parce que c'est au-delà du style très différent, on n'est plus du tout dans l'électro-funk, mais il y a des chefs d'orchestre derrière, quoi, et pas n'importe lesquels. On verra que ça va, bon, Teddy Riley, etc., qui vont arriver derrière. Bon, tout ceci va nous amener tranquillement vers Dangerous. Mais voilà, je pense que c'est un album, Victory, qu'il faut réécouter de temps en temps, se faire plaisir, mais c'est vrai que c'est pas l'album que le fan de Michael va écouter tous les jours comparé à un Thriller ou un Off the Wall ou un Triumph, quoi, ou un Destiny. Je suis d'accord. Eh ben, écoutez, Yann, c'est toi qui auras le mot de la fin du coup pour ce live. Merci vraiment beaucoup le live. Vous avez été hyper pertinent dans vos réponses, une interaction incroyable et vraiment je vous remercie pour votre présence et vos échanges. Riri, merci beaucoup pour ton premier live. Du coup, j'étais ravi de te recevoir sur la chaîne. Merci Riri. Merci à vous. Et je te félicite encore pour ta vidéo sur Off the Wall. Et vraiment, je vous invite à aller la regarder parce que cette vidéo est vraiment, elle est très bien. J'ai plus mes mots. Désolé, il est tard. Mais il y a une très bonne narration dans la vidéo. Il y a un bon montage. Je mettrai le lien. Je mettrai le lien dans la description. Voilà. Pour que vous puissiez aller la voir. Richard, merci encore beaucoup pour ta présence et l'expertise que tu apportes à tout ça. Et Yann, merci aussi. Merci d'avoir fait naître ce live du coup suite à nos échanges. Et oui, il y aura une parce que Victory Tour, ça va être un sacré truc aussi. Je pense Alors, je vous annonce, donc je suis en train de préparer le prochain live avec une autre équipe, entre guillemets. Donc, je vous dirai de quoi il s'agit quand je saurai bien qui sont les intervenants et que j'aurai bien écrit les sujets. Et promis, on revient tous les 4 pour vous faire le live sur le Victory Tour juste après. Donc, je vous tiendrai de toute façon informé sur les réseaux, principalement sur Insta et sur YouTube. Donc, je vous tiens très, très vite au courant. Merci encore à vous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, on se voit sur Insta. À bientôt, les amis. Salut à tous. Au revoir. Au revoir. Salut. Ouais, salut. Achetez cet album.